copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois je retrouve mon équipe de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné du moment. Alors, petit disclaimer, si vous nous écoutez pour la première fois, eh bien sachez qu'ici pour analyser les films en profondeur, forcément on spoil beaucoup. Et ça va être le cas pour cette émission, elle n'y échappera pas. Donc si vous n'aimez pas le divulgachage, eh bien allez d'abord au cinéma et revenez nous regarder, revenez nous écouter ensuite. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Bonjour Clémence. Eric. Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Bonjour Clémence. Elle braque, ses caméras sur nous, s'assure qu'on est beau sur vos écrans et c'est aussi notre pourvoyeuse officielle de gifs sur le WhatsApp de conversation d'équipe qu'on a. Salut Jeanne. Et puis, ça ne change pas, on remercie Anthony Navarro pour le montage et le mixage et la texte pour l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Ce nouvel épisode de Sale Temps pour un film vous est présenté avec le soutien d'Eurochannel. Eurochannel, la chaîne qui vous propose le meilleur du cinéma européen en première exclusivité, disponible sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, nos premiers soutiens, eh bien, c'est vous, celles et ceux qui nous font déjà un don tous les mois. Un immense merci. Ça compte énormément pour nous. Donc, on vous aime très fort. Et si vous nous écoutez, si vous aimez nos programmes, mais que vous n'avez pas encore pris votre abonnement, eh bien, on a besoin de vous maintenant. Tout d'abord, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important pour nous qu'on ait un nombre d'abonnés qui augmente sur cette chaîne. Et puis, je le redis également, on est indépendant, on vous propose des programmes de qualité et on compte bien continuer pour ça, mais pour ça on a besoin aussi de votre soutien financier. Donc voilà, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est Noël, pensez à nous. Offrez ça à vos amis peut-être. N'attendez plus, rendez-vous sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. Souscrire à un don sur une de ces plateformes, ça vous permettra bien de participer à la vie de votre média ciné préféré. Vous aurez également accès à notre Discord privé et même accès à certaines de nos émissions avant tout le monde. Donc voilà, rendez-vous sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. Aujourd'hui, épisode spécial, un seul et unique film au programme, un film attendu par toute l'équipe avec impatience, bien entendu, c'est Avatar de feu et de cendres, le 3e volet de la saga réalisée par James Cameron. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, on a interviewé James Cameron, vous étiez au courant ? Évidemment, on l'aime beaucoup chez Capture, ce cher James, puisqu'on a beaucoup d'épisodes de diverses émissions qui lui sont consacrés. Tout d'abord, 2 épisodes de Capture Mag, le podcast, au total presque 6 heures pour décortiquer l'ensemble de sa filmographie. Tous les épisodes sont sortis en septembre et en octobre 2017 et vous pouvez les retrouver en archive sur notre site capturemag.fr. On a également un épisode de Stéroïde version vidéo qui porte sur True Lies à retrouver sur votre chaîne YouTube, raison de plus pour vous y abonner. Et puis, l'année dernière, on vous proposait également un podcast bonus, James Cameron, vu par Yann Kounen et Jérémy Perrin. C'était un dialogue animé par toi, Julien. Ouais. Et puis, Stéphane et Julien, vous aviez également interviewé Russell Carpenter, chef opérateur qui collabore avec Cameron depuis un bout de temps. Il a travaillé, donc sur Avatar, La Voix de l'eau, ça tombe bien, sur Avatar de feu et de cendres, dont on parle aujourd'hui. Alors, Avatar de feu et de cendres, donc sorti en salle le 18 décembre, film qui dure 3h17. James Cameron, on ne le présente plus, je vais pas vous refaire toute sa filmo, vous écouterez l'épisode de Capture Mag qui est dédié. Et donc, cet Avatar 3, il se passe 3 ans après l'épisode précédent. Enfin, il sort 3 ans après l'épisode précédent. On retrouve Jake Sully et sa petite famille. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez aller réécouter l'épisode de Sale Temps pour un film qu'on avait enregistré à l'époque. Souvenez-vous donc, dans Avatar 2, ça se terminait avec les funérailles de Netayam, le fils aîné de Jake et de Neytiri.
Dans ce troisième opus, la famille Sully vit toujours chez les Metcalina et chaque membre gère le deuil à sa façon, tandis que le conflit sur Pandora se poursuit. L'arrivée d'une nouvelle tribu Na'vi très agressive, le peuple des cendres, va encore plus semer le trouble. Voilà, petit état des lieux. Alors, vous l'avez tous vu et vous l'avez vu plusieurs fois en plus. Moi et Julien, on l'a vu 2 fois. Vous l'avez vu 2 fois. Ce sont des privilégiés. Eric et moi, on l'a vu qu'une fois. C'est parce que nous, on fait plein d'émissions sur James Cameron. Alors... Il y avait aussi un déjà-vu de Rafik sur la boîte à outils. Oui, j'ai rien dit, mais j'ai ravalé ma salive. Tout ça. Non, mais en fait, il y a des tonnes d'émissions sur James Cameron. On avait fait un truc mais sur effectivement, il y a un épisode de déjà vu qui s'appelle La boîte à outils de James Cameron que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Capture Mag. Ouais. Absolument. Merci Rafik pour ce rappel. Alors... Qui veut commencer ? Là, c'est dur parce que d'habitude, j'essaye un petit peu de composer ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé. Bon, globalement, tu ne vas pas engueuler le film, Stéphane, tu le disais avant qu'on commence. Non, aucun intérêt d'engueuler le film. Je sais pas, je commence. Allez, vas-y. Je vais commencer juste par préciser un truc. À chaque fois, c'est quand même bon de le rappeler, en fait, que Avatar, premier du nom, en l'occurrence, c'était un film totalement unique en son genre à l'époque où il est sorti. Aujourd'hui, c'est une franchise. Il y a 3 films en fait qui sont sortis. Cameron en a prévu un 4e, un 5e. Il y a des jeux vidéo, il y a des bandes dessinées. C'est devenu un truc énorme, quoi. Mais à l'époque, en fait, c'était pas du tout gagné que ce soit un succès monstrueux. Enfin, avant d'avoir vu le film, j'entends. Et 2, en fait, que c'est tout simplement un film qui a changé la face du cinéma. Il faut le dire, faut dire ce qu'il y a, quoi. Il y a, c'est bon de le rappeler pour une raison très simple, en fait, c'est que vu que c'est globalement le plus gros film de l'histoire du cinéma en termes de box-office, en termes de vues, en fait, en termes de gens qui l'ont pu le voir en salle, etc., il y a un énorme malentendu autour du film. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme tous les films de Cameron, il y a une espèce d'état de grâce pendant 2 semaines, 3 semaines, en fait, au moment où le film sort, quoi, où les gens sont plus ou moins, satisfaits, repus par ce qu'ils ont vu, quoi. Et je pense que ça va être un peu le cas avec celui-là aussi, quoi. Et après, il y a beaucoup de, remise en question, de un petit aspect, un gros aspect, moi j'ai envie de dire snobinard autour du film, quoi. C'est-à-dire parce que c'est un film très très populaire, donc forcément, ça génère tout un tas de conversations autour du fait que est-ce qu'il est valide en fait de considérer que c'est une œuvre culturelle importante ? Oui. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a énormément de films qui sont discutés pour un oui ou pour un non, en fait, je vois pas pourquoi celui-là le serait pas. Mais qui plus est, en fait, quand on voit ce qu'il y a dans le film, quoi, ce que le film raconte, c'est Yannick qui le disait très très bien dans la précédente émission. Il disait, en fait, c'est un film, et je souscris à son analyse, c'est un film qui reconnecte à la condition humaine. En fait, très clairement le premier Avatar. Et du coup, comme les suites sont des suites de ce récit-là, et que c'est le même auteur, c'est pas du tout en fait quelqu'un qui a pris, qui a délégué sa création et qui en profite, en fait, qui profite des bifetons, quoi. En fait, il remet son statut en jeu à chaque nouveau film, et c'est encore le cas. Là, il fait un peu le tour de la promo pour dire on va voir si c'est un succès. Il reste modeste. Et je pense pas que ce soit de la fausse modestie, en fait. Je pense que lui, il sait combien ça a coûté. Et il sait qu'en fait, pour que ça marche, il faut que ça rapporte beaucoup d'argent. Au moment où on enregistre, on sait pas du tout, en fait. Alors, on a quand même des estimations à 400 millions. Ouais. Oui, on se doute quand même. Ouais, moi, je pense 400 millions, j'y crois pas à ce chiffre. 400 millions, c'était le prix du premier. Hein. Il y a 15 ans, donc en budget, tu veux dire ? Non, j'y crois pas. Donc voilà, donc en fait tout ça pour dire que les enjeux sont très importants pour lui. Moi personnellement, je considère que les enjeux sont très importants pour le cinéma. En tout cas, le cinéma que nous on a à cœur de défendre. À plus forte raison quand on voit ce qui se passe en ce moment entre Netflix, Warner, enfin tout ce genre de conneries et tout. Et quand on voit que voilà, enfin en fait tout ce terreau-là se fait englober. Par les corporations, quoi. C'est un gros film, hein, Avatar, c'est un film Disney, hein, mais donc je vais pas remettre en question son statut de blockbuster, quoi. Mais en fait, c'est quand même une occurrence étrange, en fait, c'est un film d'auteur et un blockbuster. Donc et ça, cette année, j'en ai pas vu. Donc dans la concurrence, je crois pas, en fait. Même le Frankenstein de Del Toro, c'est traité comme
un film d'auteur en fait sur Netflix quoi. Bref, tout ça pour dire que donc on arrive à ce 3e opus et que en gros je pense maintenant en premier lieu les premiers enjeux sur ce film c'est si vous avez investi dans le 2 et sur les personnages du 2, en fait c'est sur ça que cette suite travaille en premier lieu, c'est-à-dire que vraiment en fait c'est une suite directe du 2. C'est pas alors assez étonnant, l'avoir vu 2 fois, ça permet quand même un petit peu de regarder comment il a structuré son récit pour finalement assez régulièrement rappeler aux gens comment fonctionne le monde d'Avatar, sans forcément avoir un recap au début, mais vraiment en fait dans le fil du récit, c'est très très dense. Donc en fait c'est assez pas dur à suivre parce que finalement c'est assez limpide, mais assez touffu. Donc en fait il faut emmagasiner toutes les informations en 3h15 quoi. Il y a beaucoup d'arcs narratifs qui s'entrecoupent, qui se recroisent. Tout à fait, voilà, exactement. Et du coup, moi personnellement, je trouve ça extrêmement payant. C'est-à-dire que tout ce que j'avais investi, c'était un débat qu'on avait eu notamment avec Julien la dernière fois, en fait, sur l'idée que c'est 2 films coupés enfin c'est un seul et même film coupé en 2 en fait, et que effectivement il y a des choses sur lesquelles on était resté en suspens, des questionnements, voire même des personnages qui étaient un petit peu mis en retrait, comme le personnage de Neytiri dans le précédent, en fait, qui là reviennent en force et en fait terminent leur arc narratif quoi. Donc pêle-mêle, je sais pas, enfin moi je suis assez satisfait par notamment déjà par l'arc de Neytiri et la façon dont elle gère son deuil. Je suis assez satisfait par la façon dont lui-même en fait Cameron rejoue encore une fois les notes de ses précédents films pour investir la thématique de celui-ci, et je pense qu'on va un peu en parler parce que j'ai l'impression que pour le coup c'est un des trucs sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord avec mes comparses. Enfin, je pense que c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais je pense que en fait c'est là où on met le curseur à mon avis, et c'est sur l'aspect guerrier voire pacifiste en fait, et le ratio en fait qu'il y a dans ce film là quoi. Et évidemment c'est un spectacle. Enfin, c'est un spectacle total, mais ça c'est presque en fait c'est dans le contrat avec Cameron. Je pense qu'il y a pas de c'est dans la méthodologie du film, c'est dans la façon dont lui travaille et tout. Donc voilà, je vais laisser mes comparses en parler, mais oui en fait ce que je dirais en tout cas c'est si vous avez investi, si vous aimez en fait la saga, si vous aimez le 2e, si vous attendez des choses, en fait moi je trouve ça extrêmement satisfaisant la façon dont il gère, j'ai envie de dire 95% de ce qu'il a mis en place dans le 2 quoi. Rafik, tu es d'accord avec cette analyse? Globalement d'accord avec ce que Stéphane a dit, et notamment d'insister sur l'importance de ce que ces films représentent pour nous en tant que spectateurs. Le fait est que bon, je pense que c'est un secret pour personne que ces films sont plus proche d'un état d'esprit du western que de science-fiction, et que le western au cinéma n'a jamais vraiment connu... il y a eu peu de films de western dits d'aventure. Généralement, c'était des conflits territoriaux, des histoires de grandes familles autour d'un terrain, du pétrole ou que sais-je, mais pas de vraies aventures. Et Avatar, vraiment s'inscrit complètement dans cette démarche-là. On est dans la tradition littéraire de Fenimore Cooper ou Rutger Hauer. Ça, je l'avais dit, je crois, dans le précédent podcast qu'on avait fait sur La Voix de l'eau. Il y a eu très peu de films, en fait, dans l'histoire hollywoodienne qu'on exploré ça. Je sais pas, le passage du Nord-Ouest ou Jeremiah Johnson, Un homme nommé Cheval, qui me viennent en tête, Le Dernier des Mohicans, évidemment. Mais sinon, en dehors de cela, il y en a eu très peu. Donc du coup, c'est très satisfaisant pour moi qui suis en plus un amoureux des tropes cinématographiques et comment ils sont réinventés. Je fais une émission qui s'appelle Déjà Vu pour ça, quoi, justement pour voir comment on peut refaire renaître ces tropes. Je prends un plaisir immense à les voir retravailler. Donc cette idée de la caravane qui doit traverser le territoire et qui là devient évidemment cette énorme flottille de méduses. Bon, quand je vois ça, je suis comme un gamin, quoi. Je suis tout content parce que je retrouve les personnages que j'ai déjà vus dans ces films anciens, réinventés avec l'attaque, évidemment des mauvais sioux, voilà, qui arrivent par-dessus, etc. Le film est rempli comme ça de petites évocations
j'imagine d'un James Cameron qui a été spectateur et qui voilà, qui se dit j'aurais tellement aimé qu'il y ait ça, quoi, et qui a créé l'univers qui lui permet de reposer toutes ces idées, toutes ces petites idées cinématographiques. Donc rien que pour ça, pour moi, je dirais l'essentiel de la satisfaction était là. Après, il y a un autre truc qui me continue de me fasciner avec ces films-là. Il y a eu dernièrement, je crois il y a un mois, une vidéo qui a été faite, un essai vidéo qui a été fait sur YouTube par la chaîne Like Stories of Old, qui se posait la question pourquoi les films actuels donnent l'impression d'être irréalistes. Pourquoi on a moins l'impression de pouvoir toucher les choses à l'écran dans les films contemporains. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que il considérait dans cet essai Avatar comme un des seuls films qui nous donnait encore à sentir les choses. Ce qui est un paradoxe pour un film qui est aussi, là en l'occurrence quasi intégralement fait avec de l'image de synthèse. Mais il te démontrait le soin que mettait James Cameron à toujours te faire sentir les éléments, toujours faire en sorte que ces personnages empoignent des choses, touchent des choses, tirent des choses. On parlait évidemment de l'interaction avec l'eau, avec le feu, avec ce côté sensuel, il est absolument fascinant dans la façon avec laquelle il est travaillé systématiquement. Il n'y a pas un seul plan qui oublie de faire exister ces personnages dans le décor. Ce qui est vraiment, effectivement, quand on regarde de près, l'inverse de beaucoup de films qui sortent, où on a grosso merdo un plan américain sur quelqu'un avec un fond derrière, quoi. Et ça fait partie, je pense, du projet du film, c'est-à-dire d'inscrire les personnages à l'intérieur de leur environnement et de créer en fait cette interaction-là et comment les deux interagissent et se nourrissent. C'est aussi le projet au niveau du fond même du truc, c'est pas simplement incarner en fait les personnages et cet environnement. En l'occurrence, c'est dans la thématique, c'est dans le titre même du film, de la voix de l'eau à de cendre et de feu et de cendre. On est complètement dans la question des éléments pour un récit qui lui-même se veut entre guillemets élémentaire, c'est-à-dire primordial, quoi. Mais là je parle en termes de pur plaisir sensuel en fait à la vision du film. Donc ça c'est fantastique. Bon voilà, ça c'est dit. Cependant, je dois bien avouer que moi j'ai vraiment fait des montagnes russes dans le film, entre des moments de stupéfaction comme j'en ai vécu sur les deux précédents opus, et des moments où je me disais qu'est-ce qui se passe, et surtout dans des interactions entre les personnages, pas tous évidemment, mais à certains moments j'avais la sensation d'être dans un sitcom tout d'un coup. T'as quelques exemples précis. Écoute, on s'en va. Le début de la brouille entre Neytiri et j'oublie son nom, le personnage qui est interprété par Kate Winslet. Rodal. Rodal, ouais. Voilà l'espèce de crépage de chignon qu'elles ont, qui tout d'un coup retrouve sa grandeur dans les dernières scènes du film, dans le moment où elle accouche. Et il va spoiler, attention, là, non, mais faut on spoil la mort, oui, on spoil, mais c'est précis. Voilà. Et c'est vrai que tu l'as rappelé au début, mais il faut prévenir les gens que je pense qu'on va tout spoiler comme des cochons. Ouais. Et c'est un vrai film qui se spoil. Vraiment. Donc, vous allez, si vous avez pas vu le film, on va vous gâcher complètement le plaisir, quoi, du truc. Si tant est que vous l'attendiez, etc., quoi, et que vous vouliez pas, voilà, il faut que les gens le sachent vraiment. Donc on le redit, warning, si vous n'aimez pas les spoils. C'est très compliqué d'essayer de faire une critique un peu consistante du film si on divulgage pas certains trucs. Qui a une valeur après que les gens l'aient vu, en fait. Mais quand je parle de montagne russe, c'est vraiment parce que la sensation que j'avais, c'était une fois que j'étais tombé très bas, donc dans une scène par exemple comme de dialogue comme celle-ci, de remonter très haut tout de suite après. C'est ça aussi qui était curieux. J'étais absolument fasciné par le personnage de Varang, donc la grande méchante du film, à la fois par l'interprétation que je trouve dingue. Oona Chaplin, je la trouve absolument incroyable dans ce rôle. On dirait, c'est un mélange de tellement d'autres personnages de bad guy que j'ai pu voir au cinéma de Charles Bronson dans ses premiers rôles d'Indien méchant. Non, mais vraiment, elle a cette fixité du regard quand elle essaie de décrypter la personne qu'elle a en face d'elle, qui m'a rappelé Charles Bronson dans ses tout premiers rôles, quoi.
Et elle a en même temps le rôle, je dirais, plus traditionnel de la grande sorcière de certains récits fantastiques, mais en plus avec une importance thématique énorme par rapport à ce que cet épisode tente de raconter, quoi, justement sur ceux qui ont choisi délibérément de couper le lien avec la source, puisque en gros ce personnage a maudit le dieu de cette planète, quoi, qui est Eywa, parce qu'elle considère que Eywa était injuste avec elle, donc elle l'a congédié, elle l'a renié pour devenir une mage noire, quoi, une sorcière qui manipule la magie noire, quoi. À l'inverse, donc ça y est, j'ai oublié le nom des Omataïkan, c'est ça, des autres tribus. Medcaïna. Ouais. Des autres tribus Na'vi. L'incarnation de ce personnage est vraiment sublime. Son interaction avec Quaritch, avec le proto Quaritch, pareil, ça. Je peux pas m'empêcher de rappeler tous les souvenirs de western que j'ai, quoi. Mais là, le moment où Quaritch lui présente un fusil pour lui faire découvrir la puissance de l'arme à feu. Vraiment, je voyais l'ingénieur allemand qui vient de montrer une mitraillette au général mexicain, quoi, et le mec il pète un câble en détruisant tout autour de lui. Bref, en tout cas, voilà, cette idée de présenter un personnage qui a complètement coupé le lien avec quelque part le divin par colère s'équilibre parfaitement avec la crise que traverse Neytiri dans son deuil. C'est pour ça que je trouve que Varang porte un poids énorme dans la narration c'est Evil Neytiri, hein. Comment ? C'est Evil Neytiri. C'est son rapport en fait au personnage de Quaritch, c'est aussi le rapport c'est le pendant négatif en fait du rapport avec Jack Sully et Neytiri. Oui. Et en gros, et ce que lui d'ailleurs apporte en fait, c'est hyper central le récit sur les armes et tout ça, et sur la destruction des armes à feu et tout, ce qui est à la fois étonnant et pas étonnant en fait de la part de James Cameron non plus, parce qu'on le sait que c'est quand même un mec qui va tirer dans le désert avec d'AK-47, quoi. Sauf qu'il le fait plus. Et sauf qu'il le fait plus, non, il le fait plus, et on le sait, et on nous l'a dit en fait à tous les deux, on nous l'avait dit en fait avant le deuxième qu'il avait changé, que ces films-là allaient subir cet impact-là. Je fais juste une petite parenthèse pour terminer ça là-dessus. Et moi, j'avais pas tant senti la différence en fait sur le 2. Avec on va dire un ancien Cameron et tout, là tu la sens complètement. C'est-à-dire que la scène dont parle Rafik, et je pense que ça n'est certainement pas un hasard connaissant Cameron, elle cite ouvertement une scène clé de Aliens où t'as le personnage de Michael Biehn qui apprend au personnage de Ripley joué par Sigourney Weaver comment manipuler l'arme à feu, et toi t'as un plaisir on va dire tribal, sauvage, à voir en fait cette arme s'enclencher, à voir le compteur sur le côté, et tout le monde avait envie d'avoir cette arme à feu. Là en fait c'est la même chose, c'est la même posture, c'est le même angle, etc. C'est le même système d'apprentissage, et sauf que là t'as un dégoût, enfin moi en tout cas j'avais un dégoût profond en fait pour l'arme qu'elle manipule, et je pense que Cameron à l'époque d'Aliens n'aurait jamais fait ça de la même façon, et la façon qu'il a de gérer le Turuk Makto, qui est l'incarnation de la guerre donc dans le monde des Na'vi et de Pandora, si tu mets en parallèle ce qu'il a fait sur le premier, qui a été une scène très shakespearienne, c'était presque du Henri V en fait, cette scène-là, quand il l'appelait, quand il arrivait, quand il faisait son discours et tout. Là c'est carrément en fait l'opposé. Il y a même une séquence en fait où Turuk Makto est apparenté au Terminator. Je ne pense pas en fait que ce soit un hasard en fait. Donc moi je pense effectivement qu'il y a aussi cette évolution d'un auteur à travers ses films. Pardon Rafik. En même temps, oui, évolution certes, en même temps il s'autocite, comme il le faisait déjà sur d'autres films, par rapport à son rapport, j'aime pas le mot, est pas forcément adapté, à une certaine forme de mysticisme et d'appartenance à la nature. La grande réunion des Tulkun qui sortent de l'eau autour d'eux, c'est une citation directe du final de Abyss, par exemple, lorsque le vaisseau finissait par sortir à la surface, qui avait vocation dans Abyss du moins à nous faire ressentir quelque chose de divin en fait qui vient appeler les humains. Donc il
je pense qu'il continue à travailler les mêmes formes. Mais t'as raison de le mettre en résonance avec Alien. Je savais pas qu'il avait arrêté de prendre son pied avec les armes à feu. À l'époque d'Aliens, il avait dû emmener Sigourney Weaver s'entraîner parce que pour le coup, avait un problème avec les armes à feu. Ah non, mais elle a clairement un problème avec les armes à feu. D'ailleurs, la raison pour laquelle Alien 3, il n'y a pas d'armes à feu, c'est du fait de Sigourney après le 2. Mais le truc, c'est que au-delà de ça, tu peux, en fait, en fait, l'arme à feu, c'est ce que ça représente dans le monde, la destruction dans le monde, et ça se représente en fait après pour un plaisir personnel, enfin pour un plaisir, j'en sais rien, mais pour un truc personnel. Moi, j'ai jamais tiré à l'arme à feu, ça m'intéresse pas. Mais le truc, c'est que comment dire, je pense que c'est l'emploi unique en tant que sport éventuellement, parce que ça existe, et l'emploi en fait, comment dire, dans les destructions, dans la guerre, dans tout ça, etc., etc. Ce que ça représente pour la nature humaine et la race humaine, c'est une autre affaire. Donc pour moi, en fait, ces questionnements, ils étaient déjà un petit peu quand même là, en fait, chez Alien. C'est juste quand le pendant bourrin prenait le dessus, quoi. Mais là d'ailleurs ça fait partie je pense mais on va en parler des thématiques, je pense, de la façon dont le film utilise la guerre justement en fait pour prôner le pacifisme en fait, et moi c'est un ressenti général sur le film où ça reste intense, ça reste ultra spectaculaire, ça reste extrêmement virtuose par plein d'aspects. Mais en fait, ce qui m'intéresse, et c'est là je rebondis sur ce que tu dis, pour moi c'est pas du sitcom, Rafik, hein. Ce qui m'intéresse, c'est le drama en fait, le drama entre tous les personnages et la façon dont ça se gère, tu vois. Moi ça peut être con, hein, mais dans un film comme ça, en fait, je suis content en fait, si tu veux, justement que quand en fait un personnage comme Jack Sully se pose la question sur la croyance en fait de Neytiri, qu'elle lui renvoie qu'elle n'a que ça en fait pour tenir le coup, quoi. Et dans un monde où on t'a expliqué que en fait les navis, qui sont globalement en fait les humains plus quoi, fantasmés par Cameron, tu vois, en fait ont une connexion totale avec la nature, le divin, le mysticisme, tout ça, ça a un rapport différent pour moi en fait. Donc je pense que, comment dire, alors justement, ouais, moi c'est par rapport au moment où j'ai fait des chutes, avant de remonter, il y a le fait d'avoir choisi de donner un visage à Ewa. Puisque donc moi, je trouve ça mortel, hein. Ce passage. On rentre dans, bon bref, il y a tout un passage où il cherche à communiquer avec le cœur de la source, quoi, et traverse. Alors visuellement c'est très beau le moment où il traverse, où il remonte vers la source, mais le fait même d'avoir choisi de lui donner un visage de la vie, alors qu'Aiwa est la force vitale de toute cette planète, m'a posé un problème. J'aurais préféré... Bon, c'est l'anthropomorphisme déjà qui est décevant. Oui. Et puis c'est le fait que ce soit un peu plat. En fait, cette représentation. C'est dommage aussi. Je suis d'accord avec ça. C'est pas très grave parce que tout ce qui entoure ça est génial. Vu ce qu'on imagine être la source d'inspiration originelle d'Avatar. On va s'engueuler avec eux. C'est un peu dommage, quoi. Non, parce que bon. Non, pour moi, c'est 2001. C'est un plan après. Hein. C'est un plan. Bien sûr. Non, et c'est 2001. Hein. Mais c'est une référence à 2001. Mais justement, mais c'est pas pareil. Mais je sais pas justement, c'est ça. Là, pour le coup, il aurait dû finir la séquence à Ian Kounen qui nous aurait refait le final de Blueberry. Et pour moi, ça aurait eu plus de sens, quoi, si tu veux. Oui. Moi, j'aimerais bien entendre Eric parce que depuis tout à l'heure, c'est le seul qu'on entend pas. Non, mais je vous écoute, hein, c'est intéressant. Je vois qu'il fronce les sourcils. Je fronce les sourcils là-dessus parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait de montrer Ewa et de l'incarner. C'est compliqué à développer, mais je pense qu'il y a une figure mythologique, il y a deux figures mythologiques très fortes qui développent dans cette suite, et les deux, c'est des figures que j'aime beaucoup. La première, c'est le trickster. Donc le trickster, c'est un personnage qui a pas forcément de but apparent, qui adore détruire les choses, qui généralement aime bien les flammes et le chaos. C'est Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, c'est Tyler Durden dans Fight Club, voilà, c'est le Joker, enfin, c'est Yoda dans sa première scène aussi. C'est tous ces gens-là, et là clairement c'est ce personnage de prêtresse maléfique, comme tu le dis, qui est superbement incarné et qui va surtout démanichéiser le conflit en fait entre les humains et les navis. Et ce qui m'a fasciné aussi dans ce que tu appelles la partie sitcom, moi j'aime bien, c'est l'arc de chaque enfant. Et quand tu regardes, en fait, chaque personnage a obéi en fait à cet archétype qu'on trouve chez Joseph Campbell, qui est le maître des deux mondes. Donc en fait, il y a un enfant qui va apprendre à retrouver le fantôme de son frère disparu, une autre qui va communiquer avec la déesse, c'est là où je venais, et qui va donc
être maîtresse des deux mondes et cette prêtresse maléfique en fait qui va envahir le territoire duquel elle s'est toujours sentie exclue. Normalement, le maître des deux mondes, il arrive à la fin du parcours héroïque quand toute la grande aventure est arrivée et que le héros revient avec l'élixir et qu'il revient du monde extraordinaire avec un énorme savoir. Et j'ai beaucoup aimé en fait que dans ce film-là, ce soit beaucoup plus disjoint que ça. On fait ce qu'on veut avec la mythologie pour la transformer en mythologie. C'est le principe de la mythologie. Et là, en fait, dans ce qui apparaît au premier abord dans le film, comme parfois une répétition du 2, c'est-à-dire là où on s'attendait à découvrir un autre univers, un autre lore volcanique, au niveau des flammes, on est un petit peu déçu parfois que ça revienne en fait à l'univers de l'eau. En fait, ça revient, mais tout est changé. Et tout est beaucoup plus subtil et tout passe au niveau supérieur. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que non seulement ça passe au niveau supérieur, au niveau dramatique, mais aussi pour moi, alors après, dans l'aspect sensitif, au niveau des scènes d'action. Je me suis pris le film dans la gueule, j'aime pas cette expression, mais voilà, c'est celle que ma bouche a choisie. Très rapidement, en fait, parce qu'il y a des scènes d'action d'une fluidité, d'un côté cinétique incroyable, quoi. Il y a 5 monteurs sur le film, ça se sent. Il y a vraiment, en fait, il y a parfois... James Cameron. Ouais, il y a des enchaînements de raccords dans l'axe, enfin qui sont, on a l'impression de voir un plan qui évolue alors qu'il y en a 20. Il y a un plan à un moment pour donner envie aux gens d'aller voir le film, du point de vue de l'intérieur d'un hélicoptère où il y a un des oiseaux qui rentre avec un navire dessus et le navire qui tire sur un soldat et l'oiseau qui bouffe le reste du soldat avec l'hélicoptère qui explose après. Il y a des enchaînements mais incroyables de scènes de bataille, des trucs que franchement j'ai jamais vu, quoi. Et ça m'a rappelé que les films de 3 heures peuvent ne pas être chiants. Moi ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas rappelé ça, et que en fait il arrive à te redynamiser le truc au bout d'une heure et demie en disant non mais en fait je me fais pas chier, j'oublie que je suis là, quoi. Et ça m'a déjà j'ai trouvé ça incroyable. L'autre truc après, mais ça je pense qu'on va en parler aussi beaucoup, le rapport en fait à leur monothéisme à eux est hyper intéressant. Ça m'a rappelé ce que disait Spinoza dans l'Éthique, où il disait que le Dieu c'est la nature, et en fait il pousse ça vraiment à fond. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris, on en parlait avec Stéphane hors antenne, qui a pris pas mal de substances chamaniques. Là ça se confirme, hein, pour les gens qui ont pris de l'ayahuasca. Là il y a un moment où en fait il y a un personnage qui se prend une poudre dans le nez qu'on lui injecte avec un tube. Ça c'est ce qu'on appelle le râpé dans l'ayahuasca, c'est du tabac froid en fait qu'on injecte avant, qui est un truc qui dynamise avant la prise de la drogue, enfin ou de la substance chamanique plutôt. Et là en fait c'est blindé comme le 2 et le 1 d'ailleurs, de référence au trip ayahuasca, parce qu'en fait dans le trip d'ayahuasca on sent la déesse, là on la voit carrément, mais on la sent nous parler et on sent une connexion avec le vivant. Et la dernière chose que j'adore, pourtant là j'ai rattrapé mon retard, dans Avatar 3, c'est un truc qui d'un ordre thématique. Je pense que on peut pas regarder le film et consommer, alors je suis pas pro-vegan ou pro-végétarien nécessairement, et consommer de la viande comme on le fait avant, parce qu'en fait il y a un tel amour des espèces dedans, et il y a une telle démonstration de ce qu'on leur fait. Je veux dire que si vous regardez le documentaire The Cove ou l'autre là sur les océans là qui avait été diffusé sur Netflix, je me souviens plus comment il s'appelle. Enfin bon bref, on voit à quel point en fait on est en train de massacrer la planète sans le savoir en fait, ou sans oser le regarder. Et en fait, Avatar, contrairement aux films Marvel qui font absolument n'importe quoi, c'est-à-dire avec la mythologie, mais aussi avec le monde réel, Avatar nous met un petit peu le nez dans la merde quand même. Et ça, c'est pas sa moindre qualité. Voilà, donc c'est un film que j'adore, pas pour des raisons cinématographiques, mais vraiment pour des raisons personnelles en fait. À ce que j'ai compris, toute l'équipe du film a bouffé vegan pendant la production. Ça, c'est Cameron. Ouais. En fait, le truc, c'est que, je sais pas, Julien, t'as pas beaucoup parlé, toi. Oui, c'était la prochaine personne à qui j'allais tendre le micro. Justement, je voulais te lancer un peu, tu vois, sur les choses. Un des trucs, en fait, qui est intéressant dans l'aspect spectaculaire du film, mais pas que, en fait, c'est l'utilisation du VFR. C'est-à-dire que...
Alors HFR mais VFR puisqu'en fait c'est pas totalement un problème ça. Ouais. Moi je pense que c'est moins un problème que sur le 2. C'est-à-dire que voilà, nous on a quand même du bol en fait de pouvoir le voir dans des conditions optimales. Les 2 fois on l'a vu, hein, quasi optimales en tout cas, et en l'occurrence en fait en Dolby Vision avec la possibilité de le voir avec des séquences en 48 images secondes qui apportent une énorme fluidité à la 3D, une énorme fluidité à certaines scènes d'action, mais pas que en fait, c'est-à-dire vraiment en fait dans l'interaction. Le problème c'est que je sais que Julien et moi en tout cas on est assez sensibles sur cet aspect, c'est que dès qu'on revient en 24 images secondes, et des fois c'est d'un plan à l'autre, hein, c'est-à-dire c'est 48, 24, 48 en l'espace de 3 plans, et ça c'est vraiment un questionnement que ça serait intéressant de lui demander pourquoi exactement. Lui-même avait reconnu que sur le 2 il avait été un peu conservateur sur la façon d'utiliser les 48 images secondes. Là, en l'occurrence, en fait, il en a fait plus, il y en a beaucoup plus dans celui-là. Mais voilà, ça reste effectivement que d'un coup, d'un seul, nous, notre cerveau, en fait, qui est câblé sur les 48 images secondes, d'un seul coup, on a l'impression que le film saccade un peu. Voilà, et c'est pas en plus... C'est-à-dire que c'est étonnant parce que entre les deux visions différentes, c'est pas exactement toujours au même endroit, c'est vraiment ton cerveau qui te joue un petit peu des tours, quoi. Voilà, il y a des gens chez qui ça passe tout seul, ils ont absolument aucun problème. J'ai posé des questions autour de moi en fait sur les gens qui l'ont vu avec nous, quoi. Mais j'avoue que nous, ouais, ça nous fait un peu bizarre. On se demande même pourquoi il le fait pas. Après, ça a probablement un coût, hein. Comment dire, de faire le film en entier comme ça, et un film aussi énorme et spectaculaire, quoi, dont à mon avis il boucle le montage d'image pas toujours. Il doit couper des trucs dedans. On sait qu'il a apparemment coupé une vingtaine de minutes sur le film. J'ai envie de dire que ça se voit sur des éléments où en fait si tu clignes des yeux, en fait tu vois pas la mort de certains persos en fait dans la bataille finale et tout, donc c'est voilà, mais pour autant ouais, ça fait, si vous avez quand même, moi je pense que c'est quand même la façon dont il faut voir le film en fait en Dolby Vision si vous avez l'opportunité. Donc voilà, il y a une version IMAX aussi. Voilà, je pense aussi que c'est important, mais pas en fait pour la logique d'expérience en salle, mais surtout pour le fait que en fait jusqu'à preuve du contraire, on n'aura pas ça chez nous avant un moment en fait. Donc voilà quoi. Julien. Ouais, moi j'avais des soucis sur le 2. J'étais le seul en fait à avoir quelques réserves, un peu comme Rafik ici, même si j'aimerais bien qu'il développe un peu ce côté sitcom que moi j'ai absolument pas ressenti. Je comprends pas trop en plus ce que tu veux dire, donc ce serait intéressant, je pense que tu reviennes un peu dessus. Si tu veux, mais je te laisse pas. Mais bon, voilà, moi j'avais des problèmes sur le 2 et qui se sont pas améliorés après mes multiples visions en fait ensuite du film. Donc en fait c'était super parce que du coup j'ai vachement moins attendu le 3 et je me le suis pris en pleine gueule. C'est un truc incroyable. Je pense que c'est un film très très important sur plein de raisons, mais comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, d'abord et avant tout pour le cinéma. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde tire la langue dans l'industrie du cinéma. Ça a été une année horrible, une annus horribilis, vraiment. Moi, comme j'en ai pas connu, en fait, je crois, depuis que je suis dans le métier, et je suis dans le métier depuis un certain temps maintenant. On l'a vu dans les saltans, en fait. On a fait des saltans entiers où on n'aimait pas un seul film. C'est une catastrophe. Les chiffres d'entrée sont catastrophiques. Tout le monde tire la langue, en fait. Et un film comme Avatar, quand bien même c'est un blockbuster et tout, il fait du bien à l'industrie dans son entièreté. C'est-à-dire que les salles d'arrêt essai ou les salles un peu plus versées vers l'auteur, comme le groupe MK2 par exemple, ils attendent énormément en fait un film comme Avatar. Le CNC attend énormément un film comme Avatar parce qu'ils vont renflouer les caisses de bord et tout. C'est important en fait de le rappeler. Et surtout, c'est quand même Cameron, un des très très rares, si ce n'est malheureusement le seul cinéaste à se poser la question de la validité du prix en fait d'une œuvre en salle. Ça, il me semble primordial en fait de le rappeler. C'est-à-dire que le cinéma est un art technologique. On a, contrairement, moi je peux faire de la musique sans machine, Picasso peignait avec du caca, voilà. Mais le cinéma en fait c'est comme le jeu vidéo, la photo. T'as besoin d'une machine pour le fabriquer, pour le partager. Et donc de ce fait, c'est un art en fait qui évolue avec la technologie. C'est sa raison d'être. C'est la clé de sa résilience. Et s'il n'évolue pas, s'il ne change pas, et surtout avec l'inflation délirante du prix des places aujourd'hui, il disparaît en fait de la culture et de l'envie en fait des spectateurs. Tu ne peux pas en vouloir aux spectateurs. Je veux dire, j'en ai rien à foutre de voir
95% des films que j'ai vus cette année en salle, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas, quoi. Et en plus, quand tu payes ta place, parfois 25 €, que tu as le malheur d'y aller en famille, tu vois, et tout, c'est hyper cher. Donc, il faut que ça vaille le coup. Avatar 3, ça vaut le coup. Vraiment, moi, je conseille de voir le film. Alors, je suis un peu partagé parce que je trouve qu'au niveau de la lumière, de la 3D et du son, le mieux, c'est de le voir, si vous avez la chance de pouvoir le voir comme ça, c'est le mieux, c'est de le voir en Dolby Vision. Par contre, pour le cadre, définitivement, moi, ma faveur va en IMAX parce que je trouve que Cameron, sur les avatars, il a une façon de cadrer en IMAX qui est imparable. C'est imparable. On a eu la chance avec Stéphane de voir à la fois en 2.35 et en IMAX. Et en IMAX, c'est fou, en fait. C'est l'immersion, le sentiment, en fait, de plonger dans le monde, la façon dont ton œil est dirigé à l'intérieur du cadre et tout. C'est un plaisir absolument monumental. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc moi, j'avais des problèmes sur le 2. Je continue à avoir quelques problèmes sur le 3. Ça me semble important de les signaler pour pas qu'on ait l'impression d'être des oui, en fait. Voilà. C'est pas tant que je veux prendre du recul par rapport au film, hein. C'est juste que à mes yeux, je suis pas dupe en fait des quelques défauts que je vois. Moi, j'avais un énorme problème, par exemple, avec le casting de Spider qui s'est plutôt accentué en fait avec ce film-là. C'est-à-dire que j'étais prévenu, mais là en fait, c'est un problème, c'est-à-dire que il a un problème de physique en fait. Moi, j'attendais de voir Emile Minty en fait dans Mad Max 2, c'est-à-dire un vrai enfant sauvage et tout. À la place, bon, donc t'as ce Californien avec des bonnes joues et tout, et la peau bien bronzée et sans aucun défaut et tout, parce qu'il doit avoir des huiles ou je sais pas quoi. Donc ça, pour moi, je l'achète pas du tout en fait dans cet environnement. Mais il y a aussi un problème de jeu, c'est-à-dire que il y a des scènes d'une intensité, j'y viens, absolument incroyable en fait dans le film. Et lui n'est clairement pas à la hauteur. Il y a une scène notamment avec Jack Sully où Jack Sully se demande si, gros spoil, attention, Jeanne, bouge-toi les oreilles, où Jack Sully se demande s'il ne va pas tuer Spider. Ça, je vais en parler parce que c'est important, je pense, d'en parler. Et lui, en fait, tu ne comprends, enfin moi en tout cas, je n'ai même pas compris l'évolution du personnage. C'est-à-dire qu'il passe de la peur à la supplication en fait auprès de Jack Sully à je suis résigné, je comprends en fait pourquoi on doit me tuer, je suis soulagé, on me tue pas et tout. Et en fait, tu sautes en fait d'un truc à un autre. Je ne pense pas que ce soit un problème de montage. Je pense vraiment que c'est un problème de limite en fait de ce comédien. Voilà, donc il y a ça. Et puis un autre truc aussi, moi, qui m'avait pas mal surpris en fait dans Avatar la voix de l'eau et que je retrouve en tout cas ici au début dans De feu et de cendre, qui est un problème. Alors je pense, j'ai eu du mal à l'identifier moi dans le premier, je pense que c'est un problème de montage vraiment, qui est donc, on a affaire à un récit qui est complètement explosé, c'est-à-dire des personnages qui sont très séparés et tout, et il a jamais fait ça en fait, Cameron, en tout cas pas avec ce degré-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un peu ça dans Titanic notamment. Mais pas à ce degré-là, c'est vraiment des arcs en fait différents, des personnages que tu dois retrouver, des récits parallèles, etc. Et là, notamment au début, il y a des séquences qu'il faut se torturer, moi je trouve, qui sont très très difficiles, où tu passes littéralement en un plan en fait sur le récit de Neytiri qui est blessé, qui cherche en fait ses enfants, et tu passes après à Jack et tu repasses aux enfants et tout, et parfois t'as un plan, tu n'as pas le temps de t'installer dans la séquence, tu sais pas ce qui se passe, t'es juste là pour attraper. Et quand je parle d'un plan, je parle pas d'un montage par exemple parallèle où t'es dans un système de sensations de groupe en fait comme ça, vous voyez, de sentiments général. Non, t'es sur des micro séquences. C'est un problème, moi je trouve, dans la voix de l'eau. C'est encore un problème parfois en fait dans De feu et de cendre. Et ma dernière réserve, et elle est courte, et avant de lancer les louanges à tout crin, c'est que je trouve que il y a énormément de choses et parfois il y en a un peu trop. C'est-à-dire que même si le film dure 3h20, moi j'ai des frustrations dans le film. J'ai une énorme frustration sur le personnage de David Thewlis que je trouve incroyable. Le design est incroyable. Donc c'est le chef en fait de cette espèce de caravane là, qui parcourt Pandora dont parlait Rafik tout à l'heure. Des marchands, ouais, c'est des marchands ouais. Et qui a et c'est le peuple de l'air. Micro second rôle, quoi. Ça c'est vraiment on le voit à peine. On le voit à peine, c'est vraiment dommage. Tu te dis mais merde quoi. Enfin, il est magnifique ce personnage et c'est vraiment dommage et je trouve que il y a aussi dans les trucs qui vont trop vite, il y a des résolutions de personnages et en particulier sur ce qui est à mes yeux, et je pense donc c'est aussi le cas de Rafik, la révélation totale du film qui est Farang, Varang, pardon, oui c'est ça, je me disais bien qu'il y avait un problème. Farang, c'est Xavier Jean. Qui est sur sa Jeanne, bouge-toi les yeux, les oreilles, bouge-toi les yeux, qui est sur sa mort en fait, où moi j'ai eu beau voir 2 fois le film, je me dis mais attends, comment elle meurt en fait exactement,
Elle meurt pas. Elle meurt pas. Non, mais je sais qu'elle meurt pas en fait. Mais enfin, il y a un truc qui est. Elle sort du récit. Il y a et ça va pas du tout. Et je veux dire, Cameron, il a toujours eu un talent énorme. Il a pas écrit Terminator pour rien. C'est-à-dire qu'il a un talent énorme en fait pour tuer ses antagonistes. C'est monstrueux en fait ce qu'il fait toujours avec les antagonistes, je trouve. C'est toujours mémorable. Tu te souviens de comment, même dans un film un peu plus faible comme True Lies, tu sais exactement comment meurt l'antagoniste. Tout le monde se souvient du plan, évidemment dans T2. Enfin, à chaque fois, c'est merveilleux, quoi. Et là, en fait, c'est hyper décevant et c'est la déception et à la hauteur de ce que t'attends et des ambitions en fait qu'il a placées sur le personnage. Ceci étant dit, je peux placer juste un truc là-dessus, juste un truc, Julien. Ouais. En fait, il faut savoir, donc je le dis parce que les gens le savent, mais de manière générale, mais le 4 et le 5 donc sont écrits. Le truc qui se passe, c'est que ce que j'ai appris récemment, là, c'est que logiquement, en fait, si le film est un carton, il tourne dans 1 an. Voilà, que le personnage de Sigourney Weaver a une énorme importance en fait dans le 4 et le 5. Apparemment, c'est vraiment un personnage central et principal même apparemment, et que si j'ai bien suivi, ça se passe, il y a un gap en fait dans le temps et ça se passe dans 30 ou 40 ans. Ce qui fait que tu vas retrouver Sigourney Weaver à 50 ans, quoi, on va dire, le personnage à 50 ans. Et vu, en fait, la façon dont le personnage, on peut, alors même si c'est que de la supposition, hein, pour le coup, là, on peut se dire qu'en fait, il va y avoir un combat entre elle et Varang, en fait. Ou en tout cas, des disciples de Varang ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle sort du récit par Sigourney. En fait, c'est elle qui c'est le par Kiri, quoi. C'est elle qui la chasse, en fait. Ça fait partie des petits trucs que, effectivement, je suis d'accord avec Julien là-dessus, des petits trucs Mais tu peux pas justifier ce défaut-là narratif par une suite potentielle. Alors, pas une suite potentielle, mais je pouvais le justifier sur le 2 par le 3, donc si tu veux, le truc, on le savait. Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, moi, j'ai un problème, par exemple, aussi, si on doit être un petit peu dans la façon dont tout est expédié, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui meurent. Mais en réalité, t'en retiens 2. Et alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui meurent. Le personnage, de toute évidence, le personnage de Madame Soprano, là, la chef des militaires, là. Falco. Ah ouais, Eddie Falco, elle meurt. Mais en fait, le truc, c'est que c'est fait d'une manière où, moi, je pense que ça fait partie. Je pense que c'est peut-être aussi le seul moment où tu te dis, ok, c'est un film Disney, malgré tout. C'est-à-dire que, en fait, et ça, j'aimerais qu'on en parle un peu, en fait, de cet aspect du film, c'est que. Malgré tout, c'est ce que je voulais dire. Malgré tout, en fait, sur certains aspects. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un film. En fait, la quasi-entièreté de la pop culture aujourd'hui, en fait, ne cherche à faire comprendre, en fait, aux gens qui font, qui regardent leurs films, que, en fait, c'est bon, tout va bien. On est éternel, t'inquiète pas, on va pas mourir. Tu vois. Et là, le film, il fait l'inverse. Ce film-là fait totalement l'inverse. C'est-à-dire, le film, il te dit non, il y a une fin. En fait, voilà. Alors, et puis, il y a la fin que tu veux avoir, il y a la fin à laquelle tu penses que tu aspires, il y a tous ces trucs-là. En fait, toute la condition humaine, elle est là. Mais il y a une fin, quoi. Tu vois. Et c'est là où je trouve que, justement, en fait, c'est dans ces petits moments-là, en fait, il a un petit peu tendance à l'oublier, le film, parce qu'en fait, il n'y a pas de reaction shot sur Eddie Falco, sur le mari du personnage de Kate Winslet, en fait. Tu vois, c'est des trucs où j'aurais aimé voir leur douleur, j'aurais aimé voir, en fait, à un moment donné, en fait, ce qui est en train de se passer dans la conclusion de cette aventure, qui est absolument monstrueuse. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Mais après, c'est un détail. Mais ceci étant dit, moi, parce que Steph parlait de films Disney, il y a un truc, moi, qui me semble hyper important de signaler, de souligner et de célébrer, c'est que j'arrive pas à me souvenir d'un blockbuster de ce tarif-là ou équivalent, ou même qui ait abordé des choses, peut-être Batman le défi, mais on sait que c'est un accident et tout, mais qui a abordé des sujets aussi épineux d'une façon aussi intense. C'est d'une brutalité thématique, d'une complexité morale hallucinante. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais cette scène, en fait, où tu as le mec par lequel tu es rentré dans cet univers, que tu as suivi. Moi, c'était mon héros, Jack Sully, sur le premier Avatar, clairement, quoi. Qui se demande s'il va pas tuer un de ses enfants adoptifs. Et que tu crois qu'il va le faire. Moi, je me dis, il va le faire, c'est bon. Ouais, il va le faire, là. C'est terrible, enfin. Qui fait ça, en fait, aujourd'hui? Mais même dans le passé, dans les blockbusters, qui a fait ça, en fait, à un moment?
c'est complètement délirant. Et effectivement, le personnage de Varang est complètement dans cette lignée-là, en fait. La complexité je me rappelle qu'il y avait des gens qui reprochaient au premier Avatar d'être dans l'obsession du bon sauvage, etc. et tout, mais tout à coup, en fait, cette peuplade-là rajoute une couche de complexité, d'équivoque et tout dans tout ça, en fait, qui est, moi, je trouve absolument sidérante, quoi. C'est complètement dingue, en fait, tout ce qui se passe avec ça, et sur le rapport à la force, sur le rapport à la violence, en fait. C'est d'une ambition. Mais là, pour le coup, le premier film pour moi reste un film absolument parfait. C'est comme Titanic, c'est comme Terminator, c'est un film parfait. Il y a rien, tu peux rien enlever, en fait. Et celui-là, il est un peu moins. Mais par contre, je n'ai pas connu, en fait, Cameron aussi ambitieux là-dessus, et aussi travaillé et aussi hanté. Et je pense que s'il l'est, c'est que il a quelque part un truc, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il l'a dit, hein, de toute façon, si ça marche pas, je ferai autre chose et tout. Il a l'âge qu'il a, il a le bagage qu'il a et tout. Et puis, il parle du monde aujourd'hui, quoi. Et on sait à quel point on est dans une situation compliquée. Merdique. Et c'est hallucinant de se dire que ce film qui a demandé 8 ans, en fait, de travail, arrive aujourd'hui. Et c'est pareil, en fait. Aucun film américain actuel ne me parle mieux, en tout cas à mes yeux, hein, de ce qui se passe aujourd'hui que Avatar de Feu et de Sang. Je le trouve d'une actualité. Et évidemment, le film, je veux pas le réduire à son actualité parce que le film travaille sur un autre niveau mythologique, comme l'a rappelé Eric et tout. Mais il n'empêche que le film est d'un contemporain, ouais, bien sûr. Ouais. Mais je pense que les deux se rejoignent, quoi. Il y a un truc où il a senti, à mes yeux, encore une fois, ce qui est en train de se passer. Mais faut que tu dises ce que c'est. Faut qu'on en parle. Notamment sur la guerre et sur le rapport. Non, mais à la même le rapport en fait à ce que représente Jack, en fait, pour les humains. Voilà, exactement, bien sûr. Ah oui, alors ça, c'est un truc de dingue. C'est vrai parce que c'est hyper couillu, en fait, ce qu'il en fait, dans le film, quoi. Ouais, c'est fou, en fait. Mais ça, c'est un truc qui était déjà latent aussi dans les précédents Avatars. Je veux pas monopoliser. Non, vas-y. Mais il faut en parler de cette scène parce qu'en fait, cette scène, elle est incroyable. On va. Il y a un truc, en fait. De quelle scène on parle? Alors, c'est la scène, en fait, où il se livre à Quaritch, il se livre donc aux humains pour sauver, en fait, son peuple. Il négocie, en gros, si tu veux, comment tu dis, le fait de se rendre, en fait. Reddition. Voilà, sa reddition. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que t'as tous les humains qui le traitent comme un traître à la condition humaine, quoi. Et le truc, si tu veux, c'est que tu te retrouves, en fait, dans un, c'est-à-dire que c'est là où tout se rejoint. C'est que déjà, en fait, ce que dit Julien sur le fait que ça parle un peu du monde actuel, en fait, c'est dans la façon dont les humains vont lui chier dessus, en gros, en fait, dans cette situation-là, quoi. Ce que le personnage de Spider représente aussi. Exactement. En fait, comme enjeu, hein. Exactement, non, j'allais le citer, oui. Voilà, ce que le personnage de Spider représente comme enjeu, puisqu'en fait, lui-même a été choisi par Eywa. Donc, en fait, d'un seul coup, en fait, même sa condition d'humain, en fait, est remise en question, puisqu'en fait, il peut respirer sur la planète là où les humains ne peuvent pas respirer. Donc, ils veulent extraire absolument, en fait, essayer de comprendre, en fait, la mystique qui est derrière, en fait, cette situation. Donc, déjà, c'est des enjeux qui se croisent à ce moment-là dans cette séquence. Tu te retrouves avec Neytiri, qui en fait passe son temps à être sur le banc de touche, en fait, parce qu'elle est blessée, elle peut pas revenir, elle peut pas se battre, en fait. Elle fait bon, là, il faut que j'aille sauver mon mari, quoi, en gros, quoi, tu vois. Donc elle va, en fait, elle va se rendre dans cette ville qui est en train de se construire. On avait vu les prémices de ça dans le 2. En fait, dans cette ville dégueulasse, en fait, tentaculaire, comment dire. Encore des citations aliens, d'ailleurs. Voilà, mais extrêmement, comment dire. Enfin, c'est en gros, c'est une usine, quoi, hein, sur Pandora, quoi. Et alors moi, le détail que j'adore, mais ça fait partie de tout le discours sur les armes et tout ça, etc., c'est qu'en fait, il lui a construit une flèche grenade. Et en fait, il lui dit voilà, il faudra que tu l'utilises pour détruire, comment dire, ouais, quelque chose comme ça. Et elle revient avec. Et en fait, elle utilise la flèche sur la ville, en fait, si tu veux. Et elle fout un bordel sans nom pour venir sauver son mari. Déjà, la scène en soi, elle est d'une intensité, c'est une scène d'action d'une intensité incroyable. Mais en plus, c'est pas le final. Ouais, c'est pas le final. Hein, c'est au milieu du film. Mais en plus, en gros, en fait, t'as un humain justement qui vient à son aide aussi à Jack Sully. En fait, voilà, t'as tout un espèce de chassé-croisé ultra fluide, ultra prenant, ultra intense, en fait, qui en gros révèle une des thématiques principales du film, en fait, et la nature, en fait, même de ce que les navires représentent, en fait,
logiquement en fait aux yeux des humains, et ce que nous on perçoit en tant que spectateurs depuis le début, mais qui est remis en question par les humains du film, quoi, que nous sommes censés être. Donc voilà, c'est un truc, c'est hyper fort en fait. Je me rappelle que alors que tout le monde disait ouais, premier Avatar c'est Pocahontas chez Schtroumpf, des conneries comme ça et tout. Moi je me rappelle la fin par exemple avec les humains. M'avait énormément choqué en fait. Je me suis dit putain c'est incroyable qu'on me montre ça en fait. Moi j'étais du côté des Na'vi et je regardais en fait cette race humaine en me disant mais c'est une sous-espèce quoi. Ils sont détestables en fait dans le truc. Et j'en avais parlé avec Cameron et je lui avais dit c'est fou en fait de terminer le film avec il y a un truc de misanthropie quoi totale, et il m'avait dit ouais je l'ai fait exprès, il faut secouer les gens en fait parce je pense qu'on court à notre perte et il faut en fait bousculer les gens là-dessus. Et là c'est ce qu'on pouvait pressentir, parce que finalement c'est une scène qui était très courte, qui était encadrée avec des choses beaucoup plus positives et tout. Là effectivement t'as un bloc dans le film où je mets au défi quiconque en fait de ne pas se dire ces petits bonhommes là, comme ils les appellent, les petits roses là, où je sais plus, ils ont un surnom rose là, je sais plus, les mains roses, enfin je sais pas quoi. Et ils ont un surnom en plus là-dessus. Tu te dis mais ils sont horribles en fait ces gens. Or c'est des gens qui filment avec du portable partout, se lient, qui sont, t'imagines, en train de poster sur les réseaux sociaux et tout. Il y a un inversement en fait des valeurs là, un miroir en fait qui est renvoyé. Quand je parlais d'intensité thématique, de crudité et d'ambition en fait, encore une fois, alors qu'on ramène tout le temps Avatar à une espèce de truc bienveillant, cucugnant, nuant la praline, machin, etc. Qui fait ça? Qui a fait ça dans l'histoire du cinéma? J'ai un petit peu de temps en temps dans les films d'animation, tu vois, t'avais de temps en temps ça mais dans les 5 Dalmatiens, je trouve que t'as ça, dans certains Miyazaki, t'as ça dans Wall-E aussi un peu. Dans Wall-E un peu effectivement quoi, mais aujourd'hui, mais qui fait ça en fait? Ça s'est pas fait au niveau des espèces, mais ça s'est fait entre ethnies. Je veux dire, quand dans les westerns des années 60-70, tu voyais un blanc qui finissait par devenir tellement indien qu'il en venait à détester les autres blancs. C'est entre ethnies, c'est pas pareil, Raph. Non, mais encore une fois, Avatar réinvente des codes qu'on déjà radicalise et les radicalise, si tu veux. En utilisant des éléments de SF, c'est important les éléments de SF. Moi, je trouve dans Avatar par rapport à ce que les personnages représentent. Je veux dire, tout le parcours de Quaritch, en fait, c'est une manière de lui dire, tu sais, t'es un réceptacle. Ce n'est que la mémoire en fait de ton humain. Donc en fait tu peux choisir qui tu es. T'es pas obligé. Alors j'allais venir sur la question du choix. Et tout le monde s'est posé, tout le monde se disait en fait, parce que tout le monde se pose des questions après le 2, genre il va aller où dans la logique dans le troisième film. Tu vas voir que ça va être un inversement en fait sur Quaritch qui va devenir plus humain que les humains. Et tu parles, il est pire hein, en fait. Donc voilà, c'est très très fort en fait. Quel personnage incroyable. Moi je trouve que cette courbe là, elle est pas. Moi j'adore. C'est mon petit défaut du film. Moi j'aime beaucoup. L'intérêt des bad guys de ce film, c'est qu'ils sont justement sur une ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a rien qui les fera changer de trajectoire, là où les autres personnages sont tous dans une remise en question à un niveau ou à un autre, dans un entre-deux, on va dire. Il y a un truc que j'avais pas réalisé dans les films précédents et qui tout d'un coup m'est apparu comme une évidence, c'est que Quaritch considère Jake comme son fils. C'est-à-dire il considère que c'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui l'a formé, et c'est pour ça qu'il déteste à ce point la trahison dont Jake s'est rendu coupable. Alors que Quaritch est censé avoir un fils qui est Spider, et c'est à peine s'il le voit, quoi. Donc si, enfin, il y avait eu cette séquence. Je pense que le rapport à Spider, il est assez évident hein, entre Quaritch et Spider. Oui, mais il le considère pas comme sa progéniture, si tu veux. À la fin du 2 aussi. Hein. C'est quand même l'enjeu même de la séquence d'action finale. Hein. C'est en fait, d'ailleurs, ça fait partie. Enfin, c'est un des trucs que je trouve génial entre les deux films, quoi. La façon dont ils se répondent, c'est que t'as cette phrase, moi, qui m'avait ultra marqué dans le 2, en fait, où ils disent the son for a son, tu vois, et que en fait, du coup, tu te dis bon, bah là, normalement, elle va buter Spider, hein, si tout va bien. En fait, c'est ça la logique, tu vois, et que justement, lui, il est le premier en fait à lâcher son arme au moment en fait où voilà. Donc non, moi je suis pas. En tout cas, je prends le rapport entre Quaritch et Jake m'est vraiment apparu comme un rapport filial contrarié. Pour moi, c'est un rapport sociétal en fait. Pour moi, c'est un rapport sociétal. C'est des marines en fait. Ils se parlent comme ça en fait. Et en fait, là où je voulais en venir, c'était par rapport à la question du choix qui invoque la désobéissance. C'est que dans ce film-là, la désobéissance, elle est provoquée par la progéniture, justement, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, ce sont les enfants de Jake et d'Ethiri qui vont
les obliger à s'engager, c'est-à-dire à désobéir, de la même façon que Aiwa, si on la considère comme une mère, elle refuse de bouger et il va falloir finalement aller jusqu'à elle pour l'obliger à réagir et à désobéir. Et évidemment, c'est ce qui se passe avec les Tulkun qui ne veulent pas s'engager non plus. Et c'est leur paria. Comment ? Il s'engage à la fin quand même. Oui, mais parce que leur paria a fait déjà la moitié du chemin pour eux. C'est-à-dire que là encore, ils avaient tous des trajectoires tracées. Neytiri, moi, son parcours dans ce film-là m'a touché, on va dire. Parce que au début du film, elle a tout perdu en fait. C'est-à-dire, elle a toujours fait les choses pour être en harmonie avec son univers, etc. Et là, tout d'un coup, elle ressent cette espèce de vide intérieur. On lui a arraché tout ce qu'elle était, quoi. Et comment dire ? Et là, il y a une remise en question qui est nécessaire, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour ces adultes. Pareil pour Jake, qui au début nous est présenté comme un soldat. C'est-à-dire qu'en fait, il est là en train de travailler ses armes. Tu vois, il s'est réfugié dans ce qu'il sait faire, en fait. Et ce sont les enfants qui leur disent non, maintenant il est temps de basculer. Et c'est là où effectivement le film devient radical. Et là où il peut parler à ce qu'on est aujourd'hui, au point où on en est. Est-ce qu'on fonce tout droit dans le mur, ou est-ce qu'à un moment donné on se dit non, il faut qu'on se désobéisse à nous-mêmes, qu'on désobéisse à nos propres mécanismes. Mais moi je pense que le premier qu'il fait c'est Cameron, en fait, dans son cinéma. Et le truc, même si ça reste son cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, il faut parler quand même de l'arc, émotionnel en fait des personnages et le truc, c'est-à-dire que quand tu fais un rapport avec le 2, ce qui est payant, par exemple, en fait, pour moi, je reviens à cette phrase, en fait, un fils pour un fils, en fait, c'est-à-dire si on a perdu un fils, en fait, on va tuer ton fils dans le suivant, et en fait, tout le truc, c'est pendant un long moment, en fait, jusqu'au moment justement de cette scène, en fait, de pseudo-sacrifice en fait avec Spider, tu crois que ça va arriver, et c'est pour ça que tu crois que ça va arriver, c'est parce que ça fait 2 films qu'on est un film et demi qu'on est en train de te préparer à ça, quoi. Et en gros, si tu veux, il y a un choix qui fait que en gros on sort de là. Et ce qui se passe, c'est que justement, c'est là où en fait donc on a spoilé ça, donc je le répète, quoi. La mort en fait du personnage de Ronald, qui est cette chef guerrière enceinte, qui est interprétée par Kate Winslet. Au moment en fait où elle donne naissance à son enfant, qui est une petite fille, et que en fait elle la confie à Neytiri, elle lui dit tu t'en occupes. Tu vois, et tu vas la gérer, en fait, et en fait, tu comprends que ça va devenir leur fille, bien tu sûr. Vois. Voilà. Le truc, si tu veux, c'est que tu te retrouves en fait avec ce changement, en fait, ce choix, tu vois, en fait, de qu'est-ce que tu fais, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, elle l'apprend, la fille, alors que les 2 personnages se détestent malgré tout, tu vois. Et ça devient un personnage important pour elle. Enfin, ça se voit en fait qu'elle va compenser, c'est évoqué émotionnellement. Et moi, le moment où j'ai lâché la rampe, en fait, émotionnellement, en fait, à ce moment-là, c'est même pas la naissance de l'enfant. C'est quand, en fait, juste après, elle reprend l'enfant et elle lui redit qui est sa mère, elle lui donne son nom, et elle lui fait tout le truc. Et là, moi, j'étais là en larmes, en fait, parce que j'étais en train de dire, ok, d'accord, l'arc de Neytiri, il est là, en fait, si tu veux, tu vois. Et je pense que l'arc de Neytiri, il est là de la même manière que l'arc d'Avatar est là, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, et de Cameron d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en gros, on sortait du film et mes comparses me disaient, c'est le film le plus guerrier, en fait, des 3 Avatars. Et moi, j'ai pas trouvé du tout que c'était le cas, en fait. Alors, oui, il y a des scènes d'action absolument incroyables. Mais moi, j'ai jamais dit guerrier dans le sens belliqueux. C'est-à-dire que j'ai dit guerrier dans le sens où jamais Cameron n'a fait ce qui s'apparente le plus à un film de guerre. D'accord. Ça s'apparente vraiment à un film de guerre. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, si tu veux, c'est que dans un mouvement qui, moi, en fait, c'est un des trucs au début, la première fois que je l'ai vu, ça m'a un petit peu gêné jusqu'à ce qu'en fait je comprenne exactement où il voulait en venir. C'est qu'il refait la bataille de la fin du 2. Sous-marine, quoi. Et cette fois, il convoque effectivement tous les Tulkun pour qu'ils viennent se battre. Et cette fois, c'est un échec. Et c'est là, en fait, où ça devient payant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un échec parce que, en gros, je pense que de la même manière qu'il tient un discours sur les armes, de la même manière qu'il tient un discours sur la guerre, sur la bataille, en fait, il est en train ouvertement de dire c'est pas la solution. C'est pas du tout la solution. Et je pense que thématiquement, c'est important en fait d'avoir un film fédérateur, parce qu'on sait que ça va être un film fédérateur logiquement, qui au moins en fait essaime cette idée.
en fait, de manière générale. Parce que, par exemple, je vais faire un point Marvel, mais en fait, dans Marvel, en fait, finalement, je le fais. Voilà, mais dans le point Marvel, en fait, c'est l'inverse. Si la bataille, c'est important, si tu te bats, en fait, si tu veux, tu vas remettre de l'ordre dans ton récit, quoi. Et dans ce qui s'est passé, tu vas tout remettre en place. Et je pense, en fait, que dans tous ces films-là, il y avait ce discours que tenait Terry Gilliam sur Spielberg, notamment, en fait, que moi, je suis pas d'accord avec cette logique, quoi, mais où il expliquait, notamment sur Rise of Schindler en l'occurrence, qu'en fait il faisait des petits bonbons en fait qu'il mettait dans des petits paquets qui étaient bien enrobés pour que les gens sortent des films de Spielberg avec comment dire, l'appréciation que tout va bien dans le monde. Bon, quand tu parles de Rise of Schindler, tu te dis il a pas vu le même film que nous, tu vois, mais voilà, c'est pas ça non plus le film, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, et il y a un point, et c'est Julien qui me l'a fait remarquer, en fait, il y a un point très important en fait, de mise en scène à la fin du film où les personnages qui meurent se retrouvent dans Ewa, en fait, et en fait, Spider et Kiri peuvent leur rendre visite. Et il y a un moment en fait absolument magnifique où tu vois, et ça a un sens en fait dans le film, tu vois le personnage de Grace Augustine, donc Sigourney Weaver sous sa forme humaine, et Kiri en fait, et tous les autres Na'vi qui sont décédés, et ils ont tous la même taille. Un énorme problème avec... Quand je parlais de sitcom tout à l'heure, je vais terminer. Et en fait, ce qui est formidable dans la mise en scène de cette séquence, en fait, c'est qu'ils sont tous à la même taille, parce qu'ils sont tous aussi importants. En fait, dans la logique non seulement du récit, mais de ce qu'ils représentent humainement. Donc, du coup, pour moi, en fait, bon, c'est pareil, encore une fois, émotionnellement, moi j'ai lâché à rendre parce que je suis pas un gros cynique comme Rafik, mais voilà. Non, vas-y. Je sais bien que c'est difficile, si ce n'est impossible, de rendre visuel quelque chose qui au départ est censé être spirituel. C'est-à-dire, effectivement, il se connecte à Ewa, il se connecte aux ancêtres, on l'a compris dès le premier film, mais là, en cherchant à le montrer, à le mettre en scène, c'est-à-dire le rêve qui démarre le film, j'appelle ça. Il a pas aimé. Le début du film, en fait, on a, ça y est, j'ai oublié son nom. Loak, qui se connecte avec son frère, qui fait qui vole avec son frère. Qui vole avec son frère, merci. Ça, je le comprends comme une connexion spirituelle, voilà, à son frère qui a jamais été rompu, qui est toujours là, et c'est lui qui continue à faire vivre l'esprit de son frère en lui, etc. Tel que c'est monté, tel que c'est amené, ça me va. Mais l'album de famille finale où on rentre dans une sorte d'arbre forêt pour aller retrouver tous ceux qu'on a perdus. Visuellement, j'ai complètement. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est une référence à Titanic. En fait, ça fait partie des trucs où il cite énormément les choses. Merde. Et je trouve en fait qu'il y a un truc. En fait, il y a un truc qui est important. Je trouve quand on l'a vu tous les trois à la scène musicale, c'est que Cameron il a fait saluer en fait son équipe. Il y avait toutes les stars en fait qui étaient là et il a demandé en fait. Donc il y avait tout le public dans la salle et tout, et il a demandé en fait aux acteurs en fait de saluer dans la salle, et lui aussi s'est mis à saluer, et je pense que ça, moi je le vois en fait comme je le voyais d'ailleurs dans Titanic, hein, comme une révérence finale, mais qui fait sens aussi, évidemment, et je comprends en fait complètement ça, et je pense que Cameron, il a eu beaucoup de proches qui sont morts en fait ces dernières années depuis la sortie de la forme. Il a même mentionné John Lando. Il a parlé de John Lando, mais bon, il y a des proches qu'il a perdu un frère. Il a perdu très très récemment. Et sa mère aussi. Et moi, je suis très étonné de ce que tu dis, Rafik, parce que je trouve tu sens que c'est habité en fait ça. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Quand je me suis dit, oh putain, mais il aimerait tellement en fait faire ça, et je pense que quelque part il le fait de façon autre. Tu discutes avec les gens que tu as perdus de façon différente, hein, par le biais d'un souvenir, d'une photo, peu importe. Mais ouais, ça sent. Moi, je trouve que ça sent énormément le vécu. J'ai absolument pas eu de problème. Et en plus, je trouve que évoquer cet arbre, en fait, que tu retrouves cet arbre jungien pour faire mon Eric Vogel, moins bien évidemment, mais que tu t'avais dans le premier pour refaire en fait cette réunion finale d'un point de vue spectacle. Déjà, moi je trouve que ça fait complètement sens, et j'adorais cette idée dans Titanic, je l'adore à nouveau là, et moi pour le coup ça a complètement fonctionné, avec en plus l'idée dont parlait Stéphane là, du fait simple, hein, mais imparable et efficace, du fait qu'ils fassent tous la même taille, et tout à coup en fait
perspective en fait sur ces personnages et cette galerie de personnages qui est radicalement différente. Parce que c'est un truc sur lequel tu avais déjà cette perspective dans les précédents, c'est-à-dire que quand en fait Jake ramène le corps de Grace, en fait elle est toute petite. Quand en fait Neytiri elle touche, en fait elle reconnaît en fait Jake à la fin du premier, il est tout petit dans ses bras en fait. Donc tu le vois le rapport en fait, et le film n'arrête pas, même dans le 3 en fait, il te le remonte les rapports, le personnage qui vient sauver Jake Sully, tu vois bien qu'il est tout petit, tout ça, etc. Donc le fait de l'avoir en fait à égalité avec les autres, c'est surtout quand tu sais que ce personnage n'a pas été choisi. Enfin, tu vois, il y a tout un rapport à tout ça. Et encore une fois, c'est de l'investissement que tu as dans les films, tu vois, qui pour moi en fait fait que c'est payant à la fin. Rafik, il a vu qu'une fois Avatar. Alors, pas trop. Puis surtout, mais aussi c'est des hallucinations. C'est-à-dire que ce qui arrive dans la vigne, enfin l'ayahuasca, on dit que c'est la vigne des âmes. Là, l'arbre, il s'appelle l'arbre des âmes, je crois, dans Avatar. Et ce qui arrive dedans est pas du tout filmé de la même manière que la scène de rêve au début, par exemple. Il y a des filtres, même quand on voit Eywa, en fait, c'est elle qui voit Eywa, mais c'est pas Eywa. On voit que c'est de l'anthropomorphisme. Bien sûr, c'est une représentation, de ce qu'elle pense être. Les trois sont des hallucinations. Là où t'as raison, c'est que c'est vrai que les couleurs font un peu cheap, c'est un peu daté. Moi, je suis pas rentré dans le plan, mais en tant qu'image mentale, non, c'est très bien, ça va. En plus, c'est deux adolescents qui rentrent en même temps, donc évidemment, tu vas avoir une image un petit peu archétypale et un peu candide, en fait, on dirait. Alors justement, puisqu'on est dans l'archétype, donc il y a deux choses dont on a déjà parlé, mais qu'il faut resituer dans leur histoire archétypale, qui sont donc la scène de sacrifice de Spider, qui renvoie au sacrifice d'Isaac assez clairement, et le retour donc du Toruk Makto, et donc la visite dans sa cave en fait, comme en fait un vieux souvenir qu'on aurait laissé pourrir lointain, puisqu'il est sur une montagne d'os, puisque c'est un prédateur, donc évidemment on se doute que dans son nid il y a plein de... Ça se justifie au niveau du récit, mais ça se justifie aussi au niveau de l'image archétypale de quelque chose qu'on a laissé pourrir. Et Jack ne l'aime pas trop d'ailleurs. Et Jack, il va... Ça, c'est intéressant, ça aussi. Il va à reculons un peu. Il va visiter le grenier, il aime pas ce qu'il a laissé là, mais il est obligé de le ressortir. Alors, c'était son accomplissement dans le film. Ça, c'est très bon. Vraiment, c'est très très bon, ça, je trouve. Mais c'est vrai qu'il veut pas... Enfin, ça le ramène à une part de lui-même, finalement, qu'il rejette maintenant. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il a passé le cap, en fait, du rapport avec Spider, où il a choisi une autre voie, en fait, que celle du soldat dont parlait Stéphane tout à l'heure, et je pense que revenir à ça, c'est très très douloureux. C'est rarissime un mec qui arrive à faire une scène d'action de guerre, encore une fois c'est ça à la fin, où il y a un truc qui est hyper satisfaisant au niveau du spectacle, mais moralement il y a un truc qui te fait chier. Moi il y a un truc comme ça en fait de fait de sens. Moi ça me fait pas chier, au contraire je trouve ça hyper zen. En fait, il y a un truc. Moi, j'ai trouvé le film ultra zen. Il y a un truc où c'est vraiment. C'est un truc qu'il avait déjà travaillé dans le premier et tout. Il y a vraiment un truc de mal nécessaire, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors c'est marrant. C'est dans les récits bibliques, en fait. Cette idée d'Abraham et Isaac, en fait, c'est vraiment. En gros, c'est un moment de rupture. C'est un moment où il faut réinventer sa religion. En changeant la nature du sacrifice, tu changes, en fait, ta vision du monde, quoi. Et c'est ce que le film invite dans l'univers de Pandora. Ils ont tous besoin de se réinventer à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'encore une fois, que c'était très bien amené. Non, il y a des choses stupéfiantes dans ce film à plus d'un titre. Moi, j'ai eu un énorme problème avec la fin. Voilà. Mais parle de Toruk Makto encore un peu. Que... Tu disais quoi sur Toruk Makto ? Que c'est la dernière ombre, donc c'est l'ombre jungienne en fait. Ouais. Mais ça, c'était déjà établi dans le premier film. Ah ouais, c'est vrai. Mais t'as ce rapport en fait, encore une fois, à son propre cinéma, en fait, qui est permanent en fait. La sortie de scène, moi j'ai appelé ça la sortie de scène parce que j'ai quand même du mal à me dire que ça s'arrête là. La sortie de scène de Quaritch, c'est Terminator 2. Enfin, c'est littéralement Terminator 2, il se jette dans la lave en fait, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que ce rapport, ce que disait Julien sur Alien, qui fait le geste de Sigourney Weaver dans Alien 3, qui n'est pas un film de James Cameron. Ouais, qu'il aime pas en plus Alien 3. En fait. Là, ça devient méta-geek, là, j'en peux plus là. C'est-à-dire que dans T2, t'as un truc de sérénité en fait quand le T800 fait ça, et là en fait il y a un truc qui est tout sauf de sérénité en fait. Quaritch le fait. Alors c'est quand même très différent, Stéphane. Non, lui non, mais par contre pour moi le truc c'est que voilà, il y a
le rapport en tout cas que je vois vis-à-vis du film, c'est que ce qui moi la première fois que je l'ai vu, Julien il m'a dit t'as pas aimé, c'est pas vrai, c'était pas du tout ça, c'était juste en fait moi j'ai besoin, en fait c'est des films qui sont extrêmement denses, extrêmement intenses, et j'ai besoin en fait à un moment de redescendre déjà, en fait parce que moi je les attends ces films là, et du coup en fait ils sont importants pour moi dans ma cinéphilie, et en tout cas un film de Cameron est important dans ma cinéphilie, je l'attendrai toujours, et c'est un de mes cinéastes préférés. Donc, du coup, et comme je sais qu'il va me surprendre à chaque fois, enfin, je veux dire, ça fait 40 ans que c'est comme ça, du coup, je serai mon propre ennemi, en fait, à attendre, à avoir certaines attentes qui vont pas être, satisfaites. J'ai eu ça avec Furiosa, moi, 2001 aussi. Mais Furiosa, il a fallu que je le voie 2 fois pour l'appréhender, quoi. Et du coup, là où je me posais ce questionnement, c'est je me disais, mais où est-ce qu'il veut en venir exactement à partir du moment, parce que c'est un mec qui est quand même, il fait tout en sorte c'est un contrôle fric, hein, Cameron. Donc il fait tout en sorte pour que tout soit, clairement millimétré, et même si là on peut considérer que il manque peut-être un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'apparemment j'ai cru comprendre que c'est ce il avait montré un cut un petit peu plus long aux huiles de Disney, et qu'il a 3h20 3h15 là ça dure, mais apparemment il avait 20 minutes de plus, je crois, et que bon apparemment c'est pas forcément passé, et que lui-même doit se confronter au pognon que ça coûte et au pognon que ça doit rapporter, et qu'il y aura peut-être un director's cut, j'en sais rien, enfin voilà, tout ça est très très, voilà, moi ça reste quand même très très satisfaisant, hein, de ce point de vue là. Le truc c'est que je me disais, mais il y a par exemple, quand je sors d'Avatar 2, moi je suis totalement emporté par la séquence d'action finale. En fait, mais c'est une séquence d'action pour le coup en fait qui fonctionne sur ton cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'en fait on te dit alors, attention, et là ils ont tué leur fils, donc là les autres sont pas contents, donc ils vont y aller et ils vont défoncer tout le monde, tu vois. Et en fait tu fais tu vois, t'es heureux, quoi, tu vois, quand t'aimes le cinéma d'action, quand t'aimes la violence, quand t'aimes tout ça, tu vois. Et là du coup le film il te dit l'inverse, il te dit en fait tu vas faire cette bataille mais tu vas perdre, tu vois. L'autre, en fait globalement Quaritch il se fait pas tuer, il y a pas de satisfaction. C'est pas on va pas tuer le méchant, en fait. On va pas lui mettre un missile dans le cul comme dans n'importe quel Marvel. En fait, c'est lui qui a le choix, en fait. Donc le truc, c'est que tu te retrouves, et c'est pour ça que moi je dis, enfin c'est mon ressenti en tout cas personnel, c'est que c'est le film le plus zen des trois, c'est le plus peaceful, c'est le plus pacifique, mais pas pacifique au sens où le film l'est automatiquement, mais au sens où moi je le ressens comme le film le plus sage, en fait. Sage en fait en tant que grandeur, en fait, de sagesse. Dans la conclusion des arcs narratifs, en fait, à chaque fois, effectivement, ça montre que la guerre ou la violence n'est pas la solution. Oui, moi je pense qu'il le pensait. Oui, c'est un retour à l'équilibre. Enfin, le final fight de ce film-là. Le final fight du deuxième, c'était en gros ce qui se passait dans le bateau, avec un renversement de perspective puisque le bateau était couché et tout d'un coup le décor n'était plus le même. Il fallait s'y réadapter. Là, on a en gros un jeu de plateforme, enfin voilà, où les personnages doivent retrouver leur équilibre à chaque fois. C'est-à-dire ils sautent. Oui, parce qu'il y a une énorme, champ magnétique. Un champ magnétique. En fait, au milieu de l'océan qui fait qu'ils passent leur temps à tomber sur des pièces, sur des morceaux de trucs. Ce monde-là a explosé, on va dire, et ils doivent retrouver à chaque fois leur équilibre quand ils tombent sur une de ces plateformes. Mais là où le combat par exemple entre Jake Sully et Quaritch était déjà c'était le rematch en fait de celui du premier. Là où en fait il a pas vraiment de sens, c'est qu'ils le disent depuis le début. C'est-à-dire, il y a plein de moments dans le film en fait où ils se disent on va se battre là, bah non on va peut-être pas se battre, parce qu'en fait ils posent les armes parce qu'ils disent je suis fatigué, faut qu'on garde nos trucs parce qu'il y a plus fort que nous, et c'est là où le film je pense en fait Jack Sully refuse le combat, quoi, tout le temps. Mais il y a un rééquilibrage. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rééquilibrage où le problème de ces films, et si on est dans des logiques mythologiques, c'est que le problème de ces films de manière générale, c'est qu'ils font croire aux spectateurs qu'ils sont le héros de leur propre histoire, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, ils font pas partie d'un monde entier. Tu sors de là et tu te dis, voilà, si tu t'identifies au personnage principal, tu te dis, voilà, je suis le héros. Tu vois, c'est mon identifiant, et c'est ce qu'était Jack Sully effectivement dans le premier film, quoi. Mais le truc, c'est que en fait ce film te dit non, il y a un monde autour de toi, et vraiment en fait il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'entendes, parce que si tu l'entends pas en fait tu vas pas tu vas pas
de toute façon tu vas mourir, donc tu vas pas t'en sortir. Moi je me suis identifié à un singe à 4 bras qu'il y avait dans le premier et on le revoit plus. Alors je suis triste. Tu le revois dans le 2, non? Il est un peu dans le 2, non? Tu le vois plus dans le 2? Moi, je me suis vachement identifié à la méchante à un moment, parce qu'il y a un moment où elle dit... Putain, attends. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je me déplace. C'est intéressant parce qu'il y a un moment où elle dit que, en fait, Ewa ne l'a jamais aidée. Et que, en fait, je la comprends, en fait. Et je trouve Cameron très bon dans la construction des méchants. C'est quand tu regardes, par exemple, on en riait avec un pote dans Titanic, Billy Zane, à un moment, sa femme disparaît, il retrouve des photos, des dessins d'elle à poil, tu vois, et il veut buter Leonardo DiCaprio. T'es pas loin de le comprendre aussi, tu vois. Et bon, après, moi, j'adore la reine alien et j'aime beaucoup le T-1000 aussi. Et je trouve que ça, c'est l'avantage aussi de Cameron, c'est qu'il pense pas qu'un méchant n'est juste qu'un amas d'obstacles pour le héros. Par exemple, dans Batman contre Superman, il t'invente un autre méchant à un moment parce qu'ils arrivent pas à gérer cette complexité entre les personnages. Ils se disent, non, bah, nos deux mères s'appellent Martha, donc on est potes. Et à ce moment-là, il y a un gros dinosaure qui arrive et qui défonce tout, tu vois. Non, on est à ce niveau de débilité, en fait, dans les superproductions. C'est là où, en fait, vous avez tout à fait raison de séparer, en fait, Avatar de ça. Et Avatar qui se rapproche beaucoup plus, quand même, les références sont pas petites, du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, d'univers qui sont absolument totaux, dans lesquels, en fait, il y a des diégèses pour lesquelles on se bat et qui peuvent être ou bonnes ou mauvaises. Et ce personnage-là, moi, de trickster, de méchant, il m'est très proche, parce que, et c'est là où c'est assez fort, le film n'essaye pas de justifier qu'en fait, elle est méchante, mais elle aurait pu. Non, en fait, elle a été abandonnée par la nature. Donc là, ça en fait presque un héros à part entière. Et ça, c'est intéressant. Elle représente quelque chose que le spectateur porte en lui. Enfin, quand celui qui est rentré dans la salle, il est censé retrouver dans le bad guy du récit un problème qu'il a lui-même à résoudre. Tous les grands méchants fonctionnent là-dessus, sur le fait que tu puisses projeter tes propres névroses sur lui. Mais même de manière plus écologique, en fait, quand tu vas dans certains pays d'Afrique, moi j'y suis allé quelques fois, tu vois que parfois il y a une conscience écologique qui peut pas être là, en fait, parce qu'en fait la nature a pas été très tendre. Donc du coup, en fait, il n'y a pas de respect pour la nature. Là, il y aura des décharges à l'entrée de chaque village, parce que de toute façon, il n'y a pas d'admiration pour la nature. Il y a même une hargne. Et ça, en fait, c'est injuste, en fait. C'est très dur à équilibrer. On peut pas mettre de morale là-dessus. C'est compliqué. Et en fait, ce personnage-là, il est un peu comme ça. Et puis, je trouve que l'impact de son lien sur Quaritch est hyper important aussi. Parce que c'est par elle que Quaritch à cette transformation. Il a quand même un arc qui est, pour moi, qui était inattendu, où il s'éloigne aussi des humains, mais d'une autre façon que... Et ça, moi, j'adore. Il y a un truc dans les Avatar aussi dont on parle pas beaucoup, et toujours dans le truc Avatar, c'est gnangnan et tout. C'est la sexualité, en fait, dans Avatar. C'est des films qui parlent beaucoup de cul, en fait, tout le temps. Ne serait-ce qu'avec les nattes et tout. Et là, en fait, c'est encore le cas énormément avec Spider. La relation entre Spider et Kiri, c'est chaud patate dans le film, c'est vraiment des ados, ils ont des hormones là qui les travaillent et tout. Et et par contre, ça n'a jamais été, je trouve, aussi explicite. Alors c'était assez explicite en particulier dans le premier, notamment dans la relation avec Neytiri et tout. Mais là, c'est extrêmement explicite, évidemment, avec Quaritch. Et je pense que il y a un truc où ces films-là nous parlent aussi de la sexualité. C'est-à-dire que c'est des personnages aussi qui sont bien avec la nature, sont en symbiose avec ça. S'ils vivent de façon épanouie, on va dire, leur sexualité est saine, en fait, leur sexualité. Il y a un truc aussi comme ça dans l'Avatar. Alors, c'est un sous-texte, c'est pas le but et tout, mais ça fait partie, en fait, du rapport, en fait, avec ta condition d'animal au sein d'une nature, quoi. Et moi, j'adore la relation, en fait, charnelle entre Quaritch et Varun. Je la trouve incroyable. Et moi, je pense, il y a toujours ce discours con aussi qui peut être démonté en 2 secondes là sur Avatar, n'a pas laissé de traces dans la pop culture. Moi, je suis quand même prêt à parier assez cher que pour le coup, Varang et peut-être même Quaritch, ils vont laisser des traces. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de parler du cul dont personne ne parle. Les Marvel, les DC, c'est des films totalement asexués. Et c'est pas un hasard. Rafik parlait tout à l'heure du manque de côté charnel, en fait, d'incarnation, en fait, des personnages là. Je pense que c'est pas un hasard si aussi on a l'impression Netflix c'est totalement asexué aujourd'hui. Il y a plus rien, quoi. Tu vois, là-dessus. Mais ça, comment dire, c'était déjà
pour moi presque explicite au niveau archétypal dans le premier film quand elle lui apprend à monter le cheval, palais, qui était une scène ultra suggestive. Bien sûr. Parce que le cheval est de toute façon un symbole sexuel depuis la nuit des temps. Il y avait la scène de nuit en fait. Ce micro est un symbole sexuel et tout. Il y avait... Non, bien sûr. Mais Eric, il a vu Jean-Pierre Armand dans le Quaritch post-coït. C'est quand même parce que le Quaritch post-coït, il est génial. Enfin, il sort il est tout là, il est tout fiero et tout. C'est il pareil. s'assied avec les gars et les mecs sont là, ils sont carrément, comment dire, en admiration devant lui. Quaritch. Ils sont là comme ça autour du feu. Qui fait ça en fait? Ah non, mais c'est génial. Pareil, ouais. Qui te montre ça? Qui dans les blockbusters, dans un truc qui a coûté probablement plus de 500 millions de dollars, ose faire des trucs comme ça? Mais Clémence, tu l'as vu toi, Avatar? Oui, bien sûr. T'en as pensé quoi, toi, au fait? Moi, j'en ai pensé quoi? Elle a bien aimé. Oui, alors j'ai plus que bien aimé. Mais en fait, moi, je l'ai vu qu'une seule fois et je pense que j'ai vraiment besoin de le revoir pour le digérer. Parce que de vous écouter en parler, ça me donne des grilles de lecture supplémentaires. Et je vous rejoins sur plein de choses. Il reste moins de 10 minutes pour l'émission, donc je vais pas m'étaler, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je fais partie de ces personnes. À l'époque, je n'avais pas peut-être pas autant de culture ciné que je peux en avoir aujourd'hui. Je vous connaissais pas. Le tout premier, j'avais vraiment eu ce sentiment en sortant j'ai l'impression de voir une version 3D de Pocahontas avec des mecs en bleu. Julien. Mais à l'époque, c'était en 2009. Mais c'est pas grave, t'as pas juste. Et le truc, c'est que... Non, mais en fait, du coup, quand j'ai vu le 2, parce que, pour le coup, on a préparé l'émission à l'époque, j'y suis allée avec un regard différent, parce que, justement, mes connaissances... Et toi, ça t'avait carrément bluffé, quoi, à l'époque. Moi, ça m'avait vraiment plu, et narrativement, j'avais trouvé ça extrêmement fort, et je trouve que le 3 est du même acabit. J'ai vraiment adoré l'arc narratif de Quaritch en particulier, qui m'a vraiment... En fait, pour cet épisode-là, mes deux arcs préférés, c'est celui de Quaritch et celui de Neytiri, qui en plus se croisent aussi à des endroits dans le rapport justement à la mort. Mais il a cette façon en fait de dire des choses avec très peu de choses. En fait, c'est assez marrant en fait dans une espèce d'économie c'est-à-dire qu'en fait elle est maquillée en fait en peuple descendre pour justement être dans mais en fait ce là à elle représente aussi sa noirceur en fait, et c'est au moment sa dépression et tout, et en fait elle enlève ce maquillage sur le bord de la rivière, et c'est à ce moment là où elle voit le maquillage, c'est assimilé à du sang en fait sur les mains, sur les mains, et qu'elle fait non, on peut pas en fait, tu vois, et elle court, mais elle va pas l'arrêter. En fait, c'est tout. Il y a tout un rapport en fait. Elle veut l'arrêter, mais elle ne va pas l'arrêter. Et le truc, c'est qu'il y a tout un rapport en fait comme ça d'économie de moyens. Où des fois, lui, je pense qu'en fait, le truc, c'est que, par exemple, je sais que j'ai identifié une scène dans le 3 où je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment besoin de cette scène? C'est marrant parce qu'en fait, il remet une scène en fait où Quaritch et son acolyte là, qui est marrant là, le militaire aussi, qui en fait crame encore un village. Où tu dis, ok, c'est une scène du 2, ça. En fait, on l'a déjà vu. Mais en fait, c'est pour dire, ouais, en fait, on n'y arrivera pas. On a déjà essayé, on n'y arrivera pas. Et en fait, le plan d'après, cut, et il part en fait avec son barde dans le peuple, voir le peuple descendre en fait sur les plaines dévastées et tout. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il a besoin de cette scène qui fait littéralement 20 secondes, enfin je sais pas, 30 secondes, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce qui rajoute de la densité aussi des fois. C'est-à-dire qu'en fait, il a besoin de te dire, il faut que tout soit fluide. Et quand tu revois le film une deuxième fois, tout est fluide en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a des moments en fait où tu te dis bon bah là j'aurais aimé un tout petit peu plus de compas émotionnel là-dessus, en fait, qu'on pointe un tout petit peu plus ça, que là on pointe un petit peu plus ça. Mais dans la globalité générale, c'est tellement énorme que c'est ultra satisfaisant malgré tout en fait, et que c'est dans ces détails-là, dans ces moments où il dit pas les choses, que toi t'es pris émotionnellement en fait par la séquence, quoi. Et c'est pour moi il est au-dessus de la mêlée en fait. C'est vraiment il est très 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 fort. En fait. Ça a très bien marché sur moi. Et je vais ajouter un truc. Et là, pour le coup, c'était vraiment purement du visuel, parce que je sais très bien que les deux personnages n'ont rien à voir, mais la colère de Varang et le design de son personnage, avec son maquillage, m'a tout de suite fait penser, et ça m'a pas lâché tout le film, elle m'a fait penser à Furiosa. Ah oui. Et la Furiosa incarnée par Anya Taylor-Joy. À plus forte raison qu'à un moment donné, en fait, elle utilise le feu, et il y a carrément un kamikaze, en fait. Elle lui lâche du feu sur la gueule, et le mec se jette dans... Mais ça, c'est George Miller. Cette colère, cette fureur-là, mais c'était évident pour moi qu'il y avait une référence, en tout cas qu'il y avait
T'as raison. Ça, c'est sûr. Et puis c'est peut-être les deux aussi où il y a des personnages féminins, parce que quand même les personnages féminins dans celui-là, il y a quand même un effort qui est fait pour leur donner une place et avoir des personnages qui sont pas unidimensionnels. Ça fait plaisir, quoi. Un truc que les Marvel n'arrivent pas à faire, quoi. Outre le fait aussi que dans ce film-là, il y a une progression en fait du parcours héroïque. Ça va plus loin dans les cycles cosmogoniques. Ça répète pas ad vitam aeternam les vieux schémas campbelliens. Le féminin a sa place dans ces films-là parce que justement, il le considère pour ce qu'il est, le féminin au sens archétypal du terme, quoi. Une fois que tu as reconnecté avec la source de ce que ça veut dire, féminin, masculin, tout ça, tu peux faire exister les choses naturellement. Je voulais juste mettre une phrase pour répondre une bonne fois pour toutes sur cette question. Avatar n'a pas laissé de traces dans la pop culture. Rassure, t'auras pas répondu. Malgré le fait que tu vas répondre, t'inquiète pas, il y en aura d'autres qui en C'est une phrase que sortent les gens qui confondent impact avec infusion. Avatar infuse la culture pop. Depuis 2009, tu le retrouves partout en réalité. Si tu prends la peine de regarder comment les choses évoluent dans les arts visuels, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le cinéma, que ce soit les séries, il est partout en réalité. Mais il n'est pas cité, c'est pas placardé, c'est pas « Eh, t'as vu, je t'ai mis un avis au fond de l'écran ». Non, non. Mais ça infuse par contre toute la pop culture. Moi, je voulais quand même dire, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il y a 5000 mecs qui ont bossé sur le film. Je suis désolé, je reviens à un truc trivial, quoi. Faut quand même saluer la prouesse technologique, en fait. C'est pareil, en fait, dans l'année, on s'en est tapé des films dégueulasses, hein. Moi, je me le suis tapé, le Superman de James Gunn et tout, qui a coûté pourtant une fortune et tout, quoi. Bon, c'est horrible, pas, que ça a coûté une fortune. Et moi, je pense qu'il faut quand même saluer, en fait, la prouesse technologique des mecs. C'est-à-dire que on le prend pour acquis. C'est marrant parce que plus personne n'en parle, alors que c'était le cœur du truc sur le. Je sais pas si vous l'avez vu. Directeur artistique notifié. Avant la projection du film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une courte séquence qui dure 5 minutes et qui a été ajoutée à la Projopresse justement, et où on voit les techniciens, on voit les équipes, on voit des séquences de tournage, motion capture, etc. Et justement, avec un mode James Cameron qui valorise... on l'a pas eu à la première projo. C'était génial. Ça dure 5 minutes. Toi, tu l'as vu le lendemain le lendemain. Et ça redonne le contexte. Alors, je sais pas si cette séquence sera diffusée en salle avant, mais j'espère que... Non, mais après, il y a plein de making-of déjà de featurettes en ligne, et puis il y en aura d'autres et tout qui arriveront. Il y a des nouveaux making-of d'ailleurs sur Avatar 2 qui sont sur Disney+, que je vous encourage à voir, même si c'est très cadré, malheureusement. Je crois que c'est encore du Laurent Bouzereau, donc c'est toujours très lissé et tout. Mais non, mais il y a un truc, par exemple, sur la performance capture. Je reviens à un truc hyper trivial, je suis désolé, mais j'y vais très 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 rapidement, mais qui est hallucinant dans le film, c'est qu'auparavant il captait ça, le visage, en particulier ça, les yeux autour des yeux, et avec le 2 ils ont réussi vachement à aller sur la bouche, notamment parce qu'ils captaient en fait en 3 dimensions. Et il y a un truc qu'ils avaient commencé à expérimenter sur le 2 et que là ils ont poussé, j'ai fait un peu attention la deuxième fois, c'est ahurissant, c'est qu'ils captent jusque là en fait. Et du coup, notamment quand ils crient et tout, si vous le revoyez, vous aurez pas le temps de le voir la première fois, vous allez en prendre plein la gueule et vous serez ailleurs, mais si vous le revoyez et tout, faites attention au coup des personnages et en adéquation avec le jeu qu'ils ont sur le visage. C'est ahurissant. Et il y a un autre truc aussi qui est le feu, qui est un truc extrêmement difficile à faire, qui pour le coup a été encore plus difficile que l'eau parce que moins expérimenté, il y avait moins d'enjeux et tout dessus. Et c'est hallucinant aussi ce qu'il fait sur le feu. Il y a des trucs avec Varane en fait qui manipulent le feu et tout. À la deuxième projo, j'ai un tout petit peu échangé avec Joel Terry, qui est le superviseur des effets visuels du name dropping, qui est le superviseur des effets visuels de chez Weta FX et tout. Et je lui ai dit, le feu, c'est fou ce que vous avez fait avec le feu et tout. Il me dit, c'est dans le titre, il fallait bien que je réussisse ça, quoi. Donc voilà, mais c'est encore une fois, on a le relief incroyable et tout, et c'est comme je le disais tout à l'heure là au début de ma prise de parole, c'est le prix est justifié quand tu vois un truc pareil. C'est une prouesse en fait technologique, et ça fait encore, c'est intrinsèque au cinéma. Faut pas le prendre de haut. Tu sais pourquoi t'es au cinéma quand tu vois ça. C'est clair. Tu vas pas voir un truc comme ça sur ta télé. Même si t'as un bon système son, si t'as une grosse, c'est vraiment un truc à vivre au Cinoche, quoi. Il y a un travail sur les peaux, par exemple, sur les environnements et tout. C'est rien que ça, en fait. C'est un bonheur, en fait. La lumière est
incroyable. Ouais, ça on n'en a pas parlé, mais Rafik disait qu'il y avait plus de 10 directeurs artistiques sur le film. Je crois qu'il y en a ouais, voilà. 8. Ça aussi, là aussi, ça vaut le coup. La lumière, on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a un respect des sources lumineuses qui sont complètement virtuelles, qui est fou. La scène sur le navire marchand où tu vois les ombres des voiles ouais. Sur les. J'ai trop parlé là. Sur les visages des navis, c'est incroyable quoi. Donc effectivement, t'as raison. S'il y a bien un film à aller voir en salle, je vois pas quel autre ça peut être. Sur les bateaux, les cordes. La deuxième fois, j'ai fait que ça. Je regardais les cordes, quoi. Il y a des cordages partout. Tu sens qu'il y a les mecs, ils ont réfléchi à ça, comment c'était tendu et tout. C'est rien que ça. C'est très trivial. Je suis désolé après tous les trucs et tout. Non, mais ça fait partie du plaisir. Mais il faut le souligner, quoi. Je veux dire, c'est rare de voir des prouesses cinématographiques pareilles, quoi. Quel travail! Mais quel travail, quoi. C'est ahurissant, quoi, cette quantité de boulot. Ahurissant. Si on avait eu plus le temps, je t'aurais bien entendu parler, Clément, sur l'aspect justement du lore du film et du design où tu as l'impression que ça déborde de partout et que l'histoire n'est qu'une petite partie, un peu comme dans les jeux vidéo, bien sûr. De toute cette énorme... C'est la règle, elle est parfaitement respectée. On a 100% du lore qui est créé, on n'en montre que 10% dans l'histoire, mais les 100% existent et c'est ça qui fait que l'univers est crédible, qu'il est cohérent et qu'il se tient. Et même dans cette création-là, il faut toujours le rappeler, on l'a dit dans plein de podcasts, mais en fait, en gros, au-delà de la mystique, au-delà de la création, au-delà de la narration, au-delà de tout ça, en fait, cet univers, il existe aussi parce qu'il allait chercher des astrophysiciens, pour juste, en fait, justifier si, en fait, on utilise la gravité de cette manière-là sur cette planète, qu'est-ce qui se passe en fait sur le rapport des humains à la respiration, enfin, etc., etc. Et tous ces questionnements, ils sont là. En fait, ils ont été posés, mais en amont, il y a 20 ans, en fait. Il y a 20 ans. Et nous, on y a accès, au fur et à mesure, quoi. Il y a une scène où Kiri, en fait, elle déclenche une plante, en fait, qu'on voit d'espèces d'épines. Et c'est marrant parce que cette scène-là, la deuxième fois que je l'ai vue, je me suis dit, c'est fou, tu questionnes jamais la plante. Alors que, sur plein d'autres films, ça aurait pu sembler être une espèce de Deus Ex Machina, mais tu sais qu'elle a une raison d'être, en fait, cette plante. Et moi, je me souviens que j'avais vu une conférence d'un mec de Weta pour le premier, et le mec, en fait, il se moquait un peu de Cameron en disant, il en avait vraiment chié, en fait, quand il racontait le truc, mais il disait, toutes les plantes, la moindre plante a un nom. Les petites herbes, elles ont un nom, etc. Oui, mais ça fait sens au bout d'un moment. C'est-à-dire que cette plante, tu questionnerais son existence s'il n'y avait pas eu ce travail-là en amont. Et là, c'est pareil, ça se sent et vraiment, tu commences à avoir vraiment la sensation de découvrir une planète dans son intégralité et d'avoir juste vu un pays, un petit continent peut-être sur les deux premiers, quoi. Tu commences à avoir vraiment un truc où tu dis, ah ouais, putain, c'est tout ça en fait, Pandora. C'est énorme, quoi. C'est juste un petit mot et on pourrait en parler des heures encore. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on va évidemment vous conseiller une chose, c'est de vous faire votre propre avis sur Avatar de feu et de cendres, qui sort au cinéma ce 18 décembre. Donc voilà, vous nous avez entendu, on vous le recommande sans réserve. Allez-y. Retournez-y et puis revenez écouter encore une fois notre émission une fois que vous l'aurez vue, si vous aimez bien le faire avant et après. Ça vous donne aussi une lecture intéressante par la suite. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ça le temps pour un film, c'est fini. Rafik, Eric, Stéphane, Clémence, Julien, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci à Jeanne à la technique. Merci Jeanne. Merci Jeanne. Merci Jeanne. Et puis, merci à vous qui nous suivez en podcast ou sur YouTube pour être sûr de ne pas louper les prochaines émissions. Eh bien, abonnez-vous en podcast. Abonnez-vous donc sur YouTube. On l'a dit, c'est important. Et puis, suivez-nous aussi sur Letterboxd, le réseau social consacré au cinéma, sur lequel on a un compte et vous pouvez suivre nos différentes playlists dessus. Et puis, pour qu'on continue à vous proposer des émissions de qualité, soutenez-nous. Vous pouvez donc souscrire à un don sur une de nos plateformes partenaires, tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. On a besoin de vous pour rester indépendant, pour continuer à vivre de nos émissions. Donc on compte sur vous. Parlez de nous aussi à vos amis, à votre entourage. Repostez nos contenus sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître. Mettez-nous des petites étoiles sur les applis de podcast pour nous faire monter dans l'algo. Tout ça, on compte sur vous là aussi. Et puis, on va faire un petit break pour les fêtes de fin d'année. Ça va être les vacances pour tout le monde. On se retrouve en janvier, à la rentrée, le mois prochain, pour un prochain épisode de Ça le temps pour un film et puis pour d'autres émissions. À très vite. Salut.